Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de vous connecter pour écouter l'intervention du bureau d'architecture BAST que je vais présenter rapidement, puis on les écoutera assez vite. Donc, BAST est donc enfin, je les présente, je pense je pense que vous les connaissez bien maintenant, puisque leur activité, leur production euh, est beaucoup publié. Ils ont fait l'objet de. Enfin, je ne vais pas commencer à énumérer les prix de l'agence BAST depuis 2013, parce que je pense qu'on n'a pas assez de temps cet après-midi pour tout énumérer. Mais en tout cas, ils sont, pour moi, je pense, et pour beaucoup, une des agences françaises, jeunes agences françaises les plus prometteuses. Donc moi, je me réjouis beaucoup à titre personnel et puis aussi un petit peu au nom de l'école de les entendre un peu s'exprimer sur leur travail cet après-midi. Donc, ils ont fondé l'agence BAST en 2013. Donc, ils sont trois. On va les entendre tous les trois, me semble-t-il, parce qu'ils aiment bien faire les choses à trois, que ce soit les conférences ou les projets, justement, dans une démarche qu'ils appelaient un petit peu anonyme, bureau d'architecture sans titre. Et donc, c'est Laurent Didier, Mathieu Leny et Louis Léger. Donc, Louis étant diplômé de Marne-la-Vallée, de l'école de Marne-la-Vallée, et puis Mathieu et Laurent de Toulouse. Donc, ils ont fondé BAST en 2013, et puis leur activité voilà, se structure notamment, principalement même, je dirais, autour de deux grands sujets qui sont une échelle plutôt de bâtiments réduits et dans des projets plutôt de rénovation. Juste un petit mot du cadre aussi dans lequel moi je les ai invités. Donc en fait, cette année, j'ai une expérience de cours que je suis en train de mener avec les étudiants de quatrième année qui s'intéressent aux questions d'assemblage. Et ce cours, il se structure autour de deux temps. Donc chaque semaine, on étudie deux choses. On étudie des choses qui sont liées à des questions d'architecture, donc où on observe à travers un corpus de bâtiments principalement d'après-guerre, uniquement d'après-guerre même d'ailleurs, les modalités et les principes et les règles inhérents à des assemblages pour essayer d'en décortiquer, voilà, essayer d'en comprendre un peu les langages multiples. Donc ça, c'est une première partie du cours. Et une deuxième partie du cours qui s'intéresse à des questions cette fois-ci d'art, notamment sur les questions artistiques des assemblages, collages et montages depuis Picasso jusqu'à Rauschenberg environ. Et là où on s'intéresse justement à comprendre quelles sont à nouveau, à travers quatre grandes thématiques, qui sont le réel, l'économie, la question du fragment et la question de l'ordinaire et du merveilleux, comment décortiquer, comment regarder ces œuvres d'art-là et peut-être, selon cette même méthode, tirer des champs lexicaux qui seraient valables aussi pour regarder les assemblages d'architecture. Donc, c'est vraiment dans ce cadre-là que je suis, moi, très content d'écouter BAST. Et voilà, je vais les laisser maintenant présenter. Je compte beaucoup sur les étudiants en fin de séance, notamment les étudiants du cours CO, et puis tout le monde d'ailleurs, à poser des questions et à engager peut-être une discussion que je me ferai un plaisir peut-être voilà, de lancer, mais que cet échange puisse être collectif. Voilà, donc merci beaucoup à tous les trois, merci à l'agence BAST, et on vous écoute. Merci, Thibaut. Vous voyez notre écran là? Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez le visuel? Ouais, c'est bon, on voit, ouais. Ok. Bon, mais, déjà, merci pour l'invitation. On est très contents, nous aussi, de pouvoir participer à ce cours sur les assemblages. Et donc, pour l'occasion, on a décidé de vous présenter non pas les projets les uns après les autres, mais plutôt sous l'angle de détails de chantier et de détails de chantier spécifiques qu'on a choisi par projet, avec une sorte de des thématiques transversales qui vont un peu s'étaler en fait d'un projet vers un autre, pas forcément chronologique, mais plutôt sur des types de mise en œuvre. Donc on va démarrer de suite avec un premier projet, donc M03. Donc là, en l'occurrence, il s'agit de notre premier projet
de réhabilitation et surélévation d'une maison individuelle à Toulouse, que vous devez connaître, où c'est principalement une surélévation en aluminium. Mais ce qui nous intéressait de montrer aujourd'hui, c'est pas ce qu'on peut tous voir vu de dehors, mais c'est plutôt comment sur un premier projet, on a tendance à un peu partir un peu sur tous les fronts et un peu se perdre. Donc typiquement, là, ce qu'on voulait vous montrer, c'est l'énergie qu'on a mis en œuvre pour réaliser 2 ouvertures parfaitement identiques, carrées, avec des systèmes de galandage intérieur, en applique intérieur. Et la mise en œuvre de ce type d'ouverture dans ce contexte-là a nécessité de faire des choses qui aujourd'hui nous paraissent un peu aberrantes et qui nous ont permis un peu de mettre en place une méthode d'intervention sur les projets et de cibler plus une intervention principale plutôt que de s'éparpiller sur plein d'interventions qui sont très chronophages en chantier. Donc typiquement, pour réaliser ces deux ouvertures, donc dans un premier temps, on a dû réaliser des reprises en sous-œuvre. Donc c'est ce qu'on voit, les 2 trous de part et d'autre là de la première ouverture à droite. Donc tout ça pour maintenir 2 pauvres murs qui sont vraiment faits de maçonnerie très hétérogène et très peu qualitative. Quand on voit ça, on se dit mais pourquoi autant de techniques pour garder ça, quoi. Vu de l'intérieur, donc les deux mêmes ouvertures. En cours de création, on avait gardé un bout de mur de refend intermédiaire pour tenir cette sorte de meneau central restant, quoi. Ensuite, donc, on a coulé des cadres béton et une poutre qui fait office de chaînage en tête. Et la petite anecdote qu'on voulait vous partager aujourd'hui, c'était la création de cette ouverture, cette sorte de petite faille latérale qui représente un coût sur le chantier, mais aussi des mises en place de détails techniques, de dessins, de discussions avec un maçon, enfin beaucoup d'énergie pour en fait pouvoir faire coulisser le châssis qui va venir ici en applique. Comme il n'y avait pas assez de débattement latéral sur la gauche, en fait, ce châssis-là va venir passer dans cette faille pour pouvoir débattre et s'ouvrir entièrement, pour ouvrir entièrement la maison sur le terrain. Pour au final, voilà, avoir une fois que le châssis est mis en place, en fait, il passe d'une pièce à l'autre, et pour juste pouvoir avoir cette ouverture. Donc, en fait, ce qui nous intéresse aujourd'hui de partager, c'est ici, en fait, voilà, un premier projet où en fait on avait beaucoup d'ambition et beaucoup d'envie, et finalement on s'en rend compte que on se retrouve à mettre en œuvre des détails qui prennent beaucoup de temps pour une sorte d'effet qui n'est pas à l'échelle du temps passé et finalement du projet, quoi. Donc ça, c'était un peu pour un peu lancer la conférence, justement, pour montrer, suite à cette première expérience, comment on a essayé de revoir un peu notre méthode de travail en conception pour que chaque projet, enfin, l'énergie sur chaque projet soit mise sur une seule mise en œuvre, enfin, autant que possible. Donc là, on va illustrer justement cette volonté qui a un petit peu évolué de focaliser sur une espèce d'intention unique. Donc c'est assez corrélé à l'échelle du projet, T09, qui est un tout petit projet, une petite intervention dans un local au centre-ville de Toulouse, dans lequel l'enjeu se situe dans la création d'un séparatif entre les espaces. Et un peu dans la même thématique qu'on a abordée précédemment, ici, on a essayé justement de créer à nouveau une brèche, en fait. Donc la question s'est posée, comment créer cette brèche pour ensuite y faire coulisser cette paroi. Donc là, ce qu'on voit, en fait, c'est une technique de sciage qui permet en fait de créer une ouverture dans un mur sans envisager de reprise de maçonnerie après coup. Donc le sciage, en fait, voilà, cette espèce de grosse scie circulaire montée sur un rail, elle vient progressivement rentrer dans le mur tout en tournant. Tout ça à grand renfort d'eau et de temps.
Du coup, là, la technique, elle consiste à créer une ouverture sans faire de reprise maçonnée, donc de faire une espèce de brèche assez propre. Et évidemment, donc comme c'est dans l'ambition d'y faire glisser une paroi assez fine, cette ouverture va être relativement peu large et aussi va se caractériser par le fait qu'on n'a pas besoin de faire de linteau en tête de l'ouverture. Donc là, ce qu'on voit, c'est les sciages réalisés, donc qui sont assez propres. Et une fois qu'on vient enlever en fait, la maçonnerie qui constitue le mur sur l'emprise de ce sciage, on obtient cette ouverture qui, à notre goût, est assez satisfaisante car elle ne nécessite pas de reprise maçonnée ni sur ces tableaux, donc latéralement, ni en tête au niveau du linteau, pas de reprise de linteau. En fait, c'est calqué sur plus ou moins la largeur d'une brique, plus des appuis latéraux suffisants pour ne pas avoir à faire de reprise de linteau. Dans cette fente, en fait, on vient fabriquer cette paroi qui est nécessaire au programme, en fait, qui répond à cette volonté de séparation entre l'arrière du local et l'avant. Et en fait, cette paroi coulissante, qui est en fait un châssis vitré, est fabriquée au sein même de cette brèche, de façon à ce qu'une fois qu'elle soit construite, une fois qu'elle est construite, elle puisse coulisser d'un côté à l'autre, tout en étant maintenue par un système de portail assez simple, hein, des rouleaux en plastique ou en Kevlar. Et en fait, ce qui nous intéresse aussi dans cette action unique, c'est la façon dont ce cadre devient en fait solidaire de la construction, étant donné qu'il est mis en œuvre au sein même de cette brèche. Après coup, on vient le vitrer pour créer cette séparation visuelle nécessaire entre l'avant du local et l'arrière, avec un vitrage qui permet d'être transparent d'un côté mais pas de l'autre, une espèce de miroir sans teint en fait. Et voilà, l'opération en fait, voilà, elle est matérialisée par cette espèce d'action un peu unique qui synthétise un peu les enjeux de projet, qui nous semblait intéressante là, sur les questions posées par rapport au cours de Thibaut. Dans un autre projet un petit peu différemment, T10, donc aménagement de bureaux pour un bureau d'études thermiques avec qui on collaborait à l'époque, et depuis on ne collabore plus. Donc c'est un sujet qui nous a amené à réfléchir justement à nouveau sur une espèce d'intervention unique. Donc là, l'enjeu était de créer un nouveau plancher au sein même d'un local qui était assez haut sous plafond, pour justifier en fait de la tenue de ce nouveau plancher. On avait 2 murs de refend assez imposants qui s'empilaient sur environ 5 niveaux et qui justifiaient en fait d'une surcharge de 10%. C'est ce que les ingénieurs se permettent d'ajouter à un mur qui est déjà assez lourdement chargé. Donc on a justifié toute la portée de ce nouveau plancher par ces murs-là. Donc ça nous amenait à concevoir les appuis en fait, de ce nouveau niveau, en y créant en fait ce qu'on appelle des sommiers. C'est ce qu'on voit apparaître en fait là, les réservations qui sont faites dans le mur existant, le mur de briques existant, pour accueillir en fait les sommiers d'appui de la nouvelle mezzanine. En fait, vous allez voir que c'est une mezzanine, qui sont en fait des réservations dans lesquelles on va couler du béton. Donc, dans cette seconde phase, on fait des petits coffrages en fait, hein, qui viennent juste empêcher le béton de partir de l'emplacement de ces sommiers. Ils ont créé ce qu'on appelle des cheminées de coulage en fait, au-dessus du sommier. On coule par le haut pour que ça remplisse de béton et que l'air puisse s'échapper. Donc dans un second temps, on décoffre, on voit apparaître ces sommiers qui sont pris dans ces murs maçonnés de briques foraines. On a d'ailleurs créé à nouveau une ouverture par sillage, un peu dans la même technique que le projet précédent, pour créer des accès sur le haut de cette mezzanine. Et ensuite, par un système de poutres garde-corps, en fait, des poutres qui ont une hauteur d'environ 80 cm. Le plancher, on ne le voit pas vraiment sur ces images, c'est même d'ailleurs sur aucune image, c'est assez compliqué à faire une prise de vue. C'est une espèce de table béton en appui sur 2 murs de refend, dont les 2 extrémités sont en porte-à-faux sur les locaux. Donc là, on aperçoit le ferraillage de la poutre qui traverse le mur et qui vient se poser en fait sur les sommiers qu'on a vus précédemment. Et une fois l'ouvrage béton coulé en place, donc là c'est la poutre qu'on arrive à lire comme ça sur sa tranche, qui fait le garde-corps de la mezzanine, hein, qui est au-dessus.
et son appui, en fait, son sommier, hein, qu'on a fait précédemment dans le mur existant, de façon à ce que tout l'ouvrage béton, qui continue donc dans le local, il y a 3 locaux qui s'enchaînent, le local suivant et le local encore derrière, créer un espèce d'équilibre dans les porte-à-faux, de façon à ce que cette table, voilà, soit isostatique et ne reporte que des charges descendantes sur les murs existants. Après ces 3 premiers projets qui étaient un peu de l'ordre de l'incision dans de l'existant, on va passer sur un deuxième volet de projet qui consiste à faire des interventions de plans horizontaux dans des bâtiments existants. Le premier M08 est un projet relativement ancien également, dont une des particularités, qui est ce qu'on veut vous montrer ce soir, est d'avoir mis en œuvre une dalle de béton pour redécouper le niveau bas du niveau haut d'une ancienne maison, une chartreuse. C'est une particularité de maison de fond de cour dans le centre-ville de Toulouse. Et pour mettre en place en fait ce plancher béton, première un peu expérience et singularité, c'est qu'on a utilisé le plancher bois existant, donc on voit en haut de la photo, comme élément de coffrage de la sous-face du plancher béton. C'est-à-dire qu'on a conservé l'existant, on l'a renforcé via des poutres de bois et des étais donc, qu'on voit bien sur la photo, de manière à faire déjà le fond de coffrage, à économiser aussi cette mise en œuvre-là. Ensuite, pour pouvoir ancrer ce plancher béton dans les parois existantes, qui sont en l'occurrence un mélange de briques et de galets, on a réalisé des engravures dans les parois d'une certaine profondeur, de manière à venir en fait ancrer le dallage. À préparer un mortier d'appui en fait de ce dallage dans les engravures, ce qui permet également de gérer une finition de la sous-face du dallage, puisqu'en fait ce qu'on voit en bas de la photo, qui était le sol de l'étage, va devenir le plafond enfin, pas du sous-sol, du rez-de-chaussée. Et donc, tout l'enjeu à un moment durant le chantier est de préparer ce sol existant qui va devenir le plafond du projet au rez-de-chaussée. La particularité également de ce dallage, outre d'être structurellement un dallage, c'est-à-dire qu'il porte de façade à façade, donc il y a des différentes nappes de ferraillage qu'on aperçoit un peu sur l'image, qui se prennent dans les engravures dont je parlais tout à l'heure, c'est qu'il joue un rôle dans la gestion climatique de la maison, puisqu'il y a un réseau d'eau qui circule à l'intérieur, c'est le serpentin rouge qu'on voit, qui est relié à une pompe à chaleur, qui va permettre de chauffer en hiver et aussi de rafraîchir en été. Et du fait que cette dalle n'a pas de plafond en sous-face, en fait, il va y avoir une action de rayonnement également en sous-face, et donc il va y avoir une action de chauffage ou de rafraîchissement à la fois pour la partie rez-de-chaussée et à la fois pour la partie R+1 dans laquelle on se situe sur la photo. C'est ce qu'on appelle une dalle active. Une fois que le béton a été coulé, séché, bon, il y a eu des traitements sur la surface du béton qui sont plus de l'ordre de la finition, mais dont on ne parle pas ce soir. Et on enlève les étais sur la partie rez-de-chaussée, on décoffre et finalement le plafond et l'empreinte du plancher existant. Dans la continuité des reprises un peu de plans horizontaux ou semi-horizontaux un peu pour ce projet M18, ou en tout cas dont l'enjeu est de rajouter des éléments relativement lourds, des éléments en béton en l'occurrence, sur des maçonneries existantes. Donc on est toujours dans le contexte de maison toulousaine, c'est une maison qui n'est pas très loin de notre bureau, dans notre quartier, assez grande, tellement grande d'ailleurs qu'on s'est mis d'accord avec les maîtres d'ouvrage qu'en fait il fallait supprimer des surfaces de plancher. Donc en l'occurrence un plancher qui séparait un rez-de-chaussée d'un étage, qui distinguait une pièce de salle à manger d'un immense salon. On voit l'empreinte du plancher, on voit les trous dans le mur des anciennes solives ou poutres en bois. Et à la place de mettre un escalier un peu majestueux, il y a un aspect assez majestueux, monumental dans ce projet, dont l'objectif est de reporter la charge de ce nouvel élément
uniquement sur les murs existants, non pas uniquement pour le challenge structurel que ça engendre, mais aussi pour éviter en fait d'avoir à créer des nouvelles fondations à l'intérieur d'un bâtiment dans lequel il faudrait travailler plutôt à la main pour créer des fonds de fouilles, des fondations, différents types de mise en œuvre qui nous paraissent finalement plus grosses que l'enjeu d'essayer de travailler sur les éléments existants. En trait bleu sur la photo, on voit déjà le tracé du gabarit de cet élément en béton qui fait escalier et palier et qui va relier les deux niveaux dans ce grand volume. Faire un tel ouvrage aussi, on s'est rendu compte que ça nécessitait de construire un peu son négatif, ce qui a donné l'occasion d'apprécier une construction assez étonnante donc au cœur de cet escalier qui est circulaire, hein, qui est un fût en béton au milieu de cette pièce rectangulaire. Donc de construire un élément de menuiserie entre la menuiserie et la charpente fait par le maçon, qui vont servir de coffrage en fait autostable, hein, par compression, puisque c'est un cercle, pour la construction. Une fois que cet élément de coffrage était construit, le maçon a mis en place les fonds de coffrage, donc là en l'occurrence des planches de contreplaqué filmées, contreplaqué fait pour coffrer du béton assez souvent, et également la paillasse des escaliers qui est faite d'une manière assez traditionnelle qu'on a un peu découvert avec le maçon sur sa manière de faire ça aussi sur le chantier, c'est-à-dire de mettre en place des liteaux de bois, hein, ce sont ces petites pièces jaunes de bois qui ensuite sont plâtrées pour faire un fond de coffrage relativement lisse de cet ouvrage. À peu près le même endroit à la suite chronologique dans le chantier. On aperçoit un petit peu en blanc dessous justement le plâtre qui a été mis en place sur les parties en pente. Les engravures en fait dans les maçonneries existantes, dans les murs existants, qui vont ramener tout l'ensemble des efforts structurels dans les parois existantes. Donc ça fait l'objet d'un travail assez poussé avec un ingénieur gros œuvre qui travaille beaucoup dans des bâtiments existants, avec un plan de ferraillage qui essaye de renvoyer le maximum de charge de manière linéaire sur les murs. Et donc là on aperçoit justement le ferraillage et puis les contre-marches en contreplaqué filmé également, qui vont permettre là, on identifie bien finalement les volets d'escalier. Également sur les projets, on a vite mis en place une recherche un peu qui pour nous relève d'une sorte de rationalisation économique au sens aussi d'énergie, de temps d'échange avec les personnes sur le chantier, qui est de maximiser les personnes qu'on a sur le chantier, d'essayer d'éviter d'avoir trop de lots, d'avoir trop d'acteurs sur le chantier. Et par exemple, là, il y avait cet ouvrage très conséquent en béton qu'on a travaillé avec une entreprise de maçonnerie avec qui on travaille beaucoup sur le centre-ville de Toulouse. Et pour pousser un peu la présence de cette compétence sur le chantier, tout le garde-corps est également fait avec cette compétence de maçonnerie. En l'occurrence, il s'agit de potelets faits en ce qu'on appelle du béton de mignonnette, quelque chose qui était pas mal exploité dans les années 50-60, qui sont des petits ferraillages béton avec un béton qui a une petite formulation de gravier qui permet de faire un garde-corps en maçonnerie finalement avec cette compétence de maçonnerie. Sur ce projet de maison, hein, donc, vous remarquerez la nomenclature M24 comme maison numéro 24. L'enjeu est situé sur en fait, la volonté des clients qui ont fait l'acquisition d'une maison au fond de leur parcelle, donc une espèce de maison annexe à leur maison principale, pour y faire une espèce de dépendance, un pavillon d'agrément, on va dire, dans lequel la requête initiale était de créer un passage couvert entre leur maison existante qu'on ne voit pas sur cette photo, mais qui est au fond, là, sur la partie un peu surexposée,
et cette ancienne construction qu'on allait rénover. Du coup, là, on a essayé de minimiser l'intervention, entre guillemets, ou on va dire d'essayer de faire une espèce d'action unique qui consiste à travers l'intervention à l'intérieur de la dépendance, créer ce nouveau passage couvert, tout simplement en utilisant en fait la moitié du plancher de l'étage pour le remettre en œuvre à l'extérieur. Donc là, ce qu'on voit en fait, c'est le plancher en question, c'est le plancher bois là, qui est soutenu par des étais. Donc il y a 2 rangées d'étais, tout simplement parce qu'on va scier le plancher dans sa longueur entre les 2 rangées d'étais, afin de récupérer la moitié de ce plancher. Donc c'est ce qu'on voit ici en fait. Si on regarde de façon un peu précise, c'est pas évident, mais on voit déjà que les solives sont sciées en fait. Une partie des solives sont en train de se décrocher parce qu'elles ont été sciées dans la largeur. En dessous, il y a toujours les étais en place qui tient un peu l'ensemble et qui permet au menuisier, puisque c'est un menuisier qui a fait cette intervention, de venir scier en toute sécurité ces éléments. Le principe de la mise en œuvre, il va consister à chercher une espèce d'optimisation de l'intervention en créant d'une part ce couvert extérieur, mais également un plancher accessible à l'étage à l'extérieur, ce qui n'était pas du tout une requête initiale, qui nous a paru opportun de créer. En fait, en créant ce couvert extérieur, d'une pierre deux coups, on prolonge en fait le plancher de l'étage sur cette partie extérieure. Afin de soutenir en fait cette partie conservée de plancher et de mettre en œuvre la nouvelle partie de plancher extérieur, on a aussi profité de la création de cette ouverture sur le pignon donnant sur le jardin pour venir créer un espèce d'appui. En fait, c'est le trou qu'on voit là apparaître, un appui qui va venir permettre la mise en œuvre de 2 profilés IPM qui font environ 10 mètres chacun de long, là, qu'on voit là, qui sont en train d'être mis en place. En fait, ces profilés, ils vont venir en appui sur la maçonnerie qu'on voit ici et sur un escalier en fait, dont on voit un petit poteau en acier galvanisé en attente pour venir l'installer dessus. Donc en fait, ce que je disais, c'est que le U galvanisé vient en appui sur la maçonnerie et sur le fût de l'escalier. L'escalier, en fait, n'est pas seulement un escalier, mais devient le poteau qui vient tenir cet ouvrage en métallique. Et par la suite, on va venir, et c'est ce qu'on voit apparaître déjà sur cette image, elle est assez fine, mais chaque solive va être suspendue à cet ouvrage métallique, de façon à ce que la mise en œuvre en fait, structurelle qui permet de supporter l'ancien plancher et le nouveau qui sera à l'extérieur, permet également de devenir support de garde-corps. Donc en fait, voilà, on conçoit un peu cette espèce de mise en œuvre pour tenter une réponse globale aux enjeux identifiés du projet. Quand on regarde à l'extérieur, ça, ce sont les parties de solives qu'on a récupérées du sciage en fait, de la moitié du plancher intérieur, qu'on a dû traiter, évidemment, parce qu'à l'intérieur, elles n'avaient pas de contraintes par rapport au fait d'être dehors. Donc on les a traitées avec une espèce de bitume de pin, en fait, une espèce de bitume biologique, quoi. Résine de pin, une espèce de traitement un peu écologique qui permet de mettre le bois à l'extérieur, et c'est ce qui donne cette teinte assez noire. Et ce qu'on voit surtout, c'est les suspentes solive par solive qui viennent en fait se raccrocher à l'IPN et qui permettent de gérer le garde-corps, comme je l'ai dit précédemment. Donc, toujours dans la thématique des planchers, donc un autre projet M26, donc toujours dans de l'existant. Et ce qu'on apprécie un peu dans les réhabilitations et l'existence, c'est un peu essayer de saisir des opportunités aussi. En l'occurrence, c'est une maison qui était construite entièrement en mâche-fer. Donc le mâche-fer, c'est un matériau qui est issu de la combustion du charbon, qu'on trouve pas mal dans la région, et qui est un matériau qui était très bon marché, qui était très lié aussi à des constructions d'après-guerre de la SNCF, en fait, parce qu'ils avaient beaucoup de ce matériau-là, qu'ils assemblaient avec une sorte de mortier pour en faire des espèces de parpaings, et ils pouvaient faire des constructions avec ça. Donc ici, en fait, tous les murs périphériques sont en mâche-fer, et il y a 2 poteaux centraux qui sont, eux, en béton.
Voilà, c'est ce qu'on voit ici une fois qu'on a enlevé l'ensemble des enduits. Donc ces poteaux qui ont une section d'environ 16 par 16 sont très élancés, ce qui font à peu près 5 mètres de haut, 5 mètres 50. Et le fait d'avoir enlevé le plancher des combles, en fait, les lancements du poteau amènent une sorte de fragilité à l'ensemble. Et du coup, il partitionne aussi l'espace en 3 zones, avec une première ici, une seconde centrale et une derrière l'appareil photo. Et du coup, on a essayé de réfléchir à comment à la fois créer un espace en mezzanine dans ce volume, sans casser le volume général, et en même temps en rigidifiant l'ensemble. Donc à la fois les 2 poteaux pour couper un peu en 2 les lancements, mais aussi venir tenir les 2 murs gouttereaux et par rapport aux poussées des chevrons latérales. Donc on est venu installer entre ces poteaux un plancher bois, donc, qui est fait de solives perpendiculaires au mur de façade, qui vient donc se prendre aussi sur ces poteaux en partie intermédiaire, et qui vient créer cette sorte de diaphragme, et qui est aussi, donc qui est à la fois un plancher accessible et qui propose un nouvel espace de vie, mais qui vient aussi participer à la structure générale de l'ensemble. Donc là, on voit une fois en place, là, justement, comment ça vient un peu s'intercaler entre ces murs, le rapport que ça entretient avec ce poteau en béton, et l'accès qui se fait via un escalier hélicoïdal qui, pour le coup, là, n'est pas porteur. Un projet plus récent, donc là, on est encore sur du plancher, mais ce coup-ci extérieur. Donc, l'enjeu de ce projet-là, c'était c'est une maison à Toulouse, en centre-ville, avec un jardin plutôt agréable pour la localisation, mais qui du fait qu'elle soit posée sur une cave, donc avec, en fait, l'espace de vie est décollé du sol. Du coup, le rapport au jardin était pas forcément évident, parce qu'on avait à descendre un escalier assez ponctuel. Et voilà, donc l'enjeu, c'était de créer un espace extérieur en lien direct avec la pièce de vie, donc qui se trouve ici à gauche. Et donc on a un peu les éléments présents. Donc il y avait la façade de la maison, et à droite ici on a un mur de clôture, enfin une clôture qui est formée d'un mur bahut qui tombe plutôt pas mal, parce qu'en fait sa hauteur est la même altimétrie que le soubassement de la maison, avec surmonté d'une grille en ferronnerie. Donc l'idée, c'était de venir créer cette terrasse entre ces 2 éléments-là, sans créer de nouvelles fondations, et tout en laissant passer la végétation à travers. Donc on a mis en place des lambourdes, des solives métalliques, en fait, des petits i galvanisés, qui vont donc porter d'une cornière qui a été fixée sur la façade jusqu'à un U qui vient coiffer le mur bahut de la clôture ici, qui vient de porter de mur à clôture, qui crée aussi un emmarchement sur toute la largeur pour descendre dans le jardin ici, sur lequel après on vient poser des dalles, en fait, en béton préfabriqué de 50 par 50, et qui permet de faire une sorte de calpinage qui est adaptatif en fonction des usages voulus, de la largeur par rapport à, voilà, si on veut se faire une terrasse pour manger, de pouvoir laisser la végétation passer à travers ponctuellement aux endroits où elle existe déjà, et potentiellement de la nouvelle végétation qu'ils vont planter aussi pour créer un filtre avec la rue. Et du coup, là, on voit bien un petit peu l'assemblage de ce mur bahut avec ce nouveau profilé galvanisé en U, qui vient prendre du coup cet ensemble de solivages, qui donc depuis la rue n'est pas... Les solives ne sont pas visibles depuis la rue, parce qu'il y a ce ramasse solive, en fait, qui vient se poser comme ça sur le mur. Et la grille qui est en fer forgé, on l'a déposée, en fait, on l'a reposée par la suite sur ce U, donc, pour essayer d'être le plus... On est venu intercaler, en fait, ce U entre les 2 éléments qui formaient la clôture initialement. On attaque une phase de projet qui vont plus parler d'ouverture, en fait, dans des bâtiments existants toujours, mais où là vraiment c'est de créer des ouvertures. Le premier, qui a été un peu le premier projet qu'on s'est donné un peu comme
comme curseur d'expérience d'essayer de faire une grosse ouverture, ce projet M12, qui est une maison à la campagne, pas loin d'Agen, en fait, dans le Lot-et-Garonne, qui était déjà une maison qui était une extension d'un vieux bâtiment en pierre qui est à l'intérieur de cette construction qui date des années 70. Et donc qui entoure déjà une vieille maison en pierre. On a fait une réhabilitation de l'ensemble et notamment on est beaucoup intervenu sur les façades. C'est un chantier qui a été fait en autoconstruction pour moitié, en fait tout le corps d'état secondaire. Donc la façade sur jardin telle qu'elle était. Et comment dire, le point d'interrogation un peu de démarrage, comment positionner le curseur d'ouverture en essayant d'avoir un trou qui soit le plus grand en fait, vers le jardin, en fonction des possibilités structurelles en termes d'intervention sur l'existant, sans avoir à refaire trop de reprises structurelles, et également de fourniture d'un matériau, en l'occurrence le vitrage, sans rentrer dans des gammes de vitrage qui soient trop onéreux également, parce que quand il dépasse certaines dimensions, on se retrouve avec des fabrications plus spécifiques. Donc là, on travaille avec une entreprise locale de maçonnerie qui ouvre la façade existante, donc en ayant disqué sur l'emprise de l'ouverture pour avoir des sillages propres déjà sur la façade, puisqu'après on ne réintervient pas sur la façade, sur les enduits, les peintures. On démolit l'ensemble de cette façade donc, qui était faite de briques à canon porteuses avec une couche d'isolant polystyrène, puis une deuxième couche de briques à l'intérieur, hein, des principes un peu thermiques qu'on retrouve beaucoup dans les années 70. Et l'ouverture, pour essayer de ne pas avoir trop de reprises structurelles, notamment en phase chantier, on va la faire jusqu'à la panne sablière, qui est une panne dont le rôle n'était pas forcément de franchir vraiment, mais qui néanmoins a une section de bois suffisante pour pouvoir franchir les 3 mètres environ, je crois que c'est peut-être 3,20 mètres la longueur de l'ouverture. Donc on réalise deux types d'ouvertures qui correspondent aussi à l'organisation un peu du programme à l'intérieur de la maison. Et on fabrique un système de cadre, un peu comme un portique de poteaux et linteaux qui font finalement reprise de la sablière sur le bâtiment existant. Finalement, il ne reste qu'un petit meneau au milieu entre les deux. Nous, les interventions sont presque à ce stade de la photo. Après, le reste, c'est le maître d'ouvrage qui a continué les travaux intérieurs. Donc, c'est un peu les dernières photos qu'on a eues de l'intérieur. Et en l'occurrence, avec la pose d'un vitrage qui permettait, à un moment donné, de donner, depuis ce futur salon, une relation un peu à son jardin, autre que la porte-fenêtre issue de la maison des années 70. Pour prendre la suite sur cette thématique des ouvertures, donc là il s'agit d'une chartreuse à nouveau, donc une maison de fond de cour à Toulouse, où nos clients ont fait l'acquisition en fait, d'une petite parcelle en longueur à l'arrière de leur maison et souhaitaient en fait profiter de cette lanière pour agrandir leur maison en fait, au niveau du rez-de-chaussée. Donc là, on voit le mur en briques, donc c'était la maison initiale, et la parcelle qui sera achetée, c'est cette parcelle-là qui fait 2,40 m de large par 15 mètres de long. Donc il y a 10 mètres qui correspondent à la façade de leur maison, plus 5 mètres à l'arrière, qui est une sorte de cour en continu. Donc ici, de façon à vraiment faire une extension qui fasse partie intégrante de la maison initiale, on a souhaité ouvrir la chartreuse sur les 10 mètres en fait, de sa façade, donc de mur à mur, quoi. Sachant que ça, c'est des murs en briques foraines, donc c'est des briques qui font 38 cm de long par une vingtaine de large, mais du coup qui font des murs qui sont particulièrement denses et donc très lourds. Donc là, en fait, c'est pas un gros bâtiment, il y en a un rez-de-chaussée avec un étage, donc qui doit culminer à environ 7 mètres, on va dire, de haut. Mais malgré tout, la charge que représente la partie haute du mur est très importante et se compte en dizaines de tonnes.
Donc, l'enjeu structurel, là, il est assez conséquent, d'autant que l'accès est particulièrement complexe dans un tissu très dense. Donc, pour intervenir là-dedans, donc les premiers éléments, c'est de faire des micropieux, en fait. Donc, il y a deux micropieux par poteau. Donc là, en l'occurrence, on va avoir 3 poteaux. Donc, un poteau ici dans cet angle, un poteau intermédiaire et un poteau ici dans l'angle du fond. Il y a 2 micropieux, un à l'intérieur et un à l'extérieur, reliés par une longue grille, en fait, qui permettent de faire ces fondations avant de démolir le mur, de part et d'autre. Donc, ça se fait avec des toutes petites machines qui sont faites exprès pour aller en centre-ville, même s'ils s'envoient des pieux qui peuvent aller jusqu'à 12 mètres, voire plus. Une fois que ces pieux sont faits, là on ne les voit pas sur la photo, mais ils sont sous œuvre ici, on peut venir créer des ouvertures en fait, sur le mur, des sortes de failles, donc voilà, au niveau des 3 poteaux. Ensuite, on vient couler les poteaux en béton, donc, qui sont coulés en place. Le poteau intermédiaire a la particularité d'être mis à 45 degrés pour qu'en fait, on va dire sa plus grande largeur corresponde exactement à l'emprise de la poutre qu'on va mettre en place pour que l'appui soit réparti complètement. Donc cette poutre, en l'occurrence, elle est composée de 2 HEA de 400. Donc en fait, ici, c'est un poteau qui fait 400 de large. Et ici, le poteau, la diagonale en fait, du carré qui est mis à 45 degrés fait la même largeur que la double poutre. Donc là, le principe, c'est on met en place des racineaux, donc c'est des petits IPN posés de part et d'autre sur des étais qui sont mis régulièrement à peu près tous les mètres, qui permettent de tenir provisoirement le mur restant au-dessus. Après, on enquille une poutre d'un côté, puis la poutre de l'autre, et enfin, on peut démolir le bout de mur qui reste dessous. Et ça c'est fait 2 fois, parce qu'après, il y a là, ça fait 5 mètres, et il y a encore 5 mètres en suivant derrière. Donc là, on voit l'enchaînement des 2 poutres de 5 mètres qui viennent sur le poteau central. Ils sont en train de démolir le bout de mur suivant, et donc la maison qui commence à s'ouvrir sur cette nouvelle parcelle. Là, on voit bien l'assemblage, voilà, avec le nouveau poteau béton à 45 degrés, les 2 poutres, avec le joint entre les 2 poutres qui se fait pile poil sur l'arête de ce poteau, et au-dessus, la maçonnerie existante qui était déjà composée de 2 types, parce qu'elle a été construite en 2 fois. Donc, je sais pas, dans l'histoire de la maison, voilà, ça a été 2 éléments séparés. Toujours dans les ouvertures. Donc là, on part à mi-Misan, donc sur la côte atlantique. Un autre exercice, un autre type de bâtiment qui nous intéresse aussi beaucoup, c'est les maisons pavillonnaires. Donc là, on est vraiment sur de l'hyper standard, donc une maison rectangulaire avec une charpente en fermette industrielle tous les 60 cm et quelques ouvertures dans des murs en fait, par des fenêtres tout aussi standards, qui font que en fait, ces maisons sont très peu ouvertes sur leur terrain, alors qu'elles sont posées en plein milieu. Du coup, on a pris cet exercice à cœur parce qu'on s'est dit comment on peut redonner une sorte de qualité à cette maison qui peut en paraître désuet de ces qualités-là, mais en fait, on se rend compte que le système structurel industrialisé aussi permet de faire pas mal de choses et est assez intéressant. Du coup, l'idée, c'était un peu comme dans la maison précédente, de venir ouvrir dans son intégralité une façade, donc en l'occurrence la façade nord sur la gauche, pour vraiment créer un lien entre le nouvel espace de vie, le séjour ici, et le jardin qui est exploité, enfin, qui est utilisé en période estivale par les occupants, parce que c'est une maison de vacances en fait. Donc là, on a étayé en retrait du mur l'ensemble des fermettes. Donc on a mis, comme tout à l'heure, des planches en bois et des étais régulièrement, ce qui nous a permis de démolir le mur de façade dans toute sa longueur. Bon, en même temps, j'en parle pas, mais on a aussi réisolé le toit. Donc là, on était dans une espèce de phase vraiment assez impressionnante où en fait la maison était complètement éventrée, il n'y avait plus de toit, il n'y avait plus rien, il n'y avait que la charpente qui tenait comme ça sur ses étais.
Et ensuite, on est venu mettre en place un système de portique sur cette façade composé au niveau des 2 pignons de poteaux en béton qui sont poncés ici, et de poutres en bois avec des poteaux en bois qui sont mis en place tous les 2,40 m et qui vient reprendre du coup cette charpente industrielle avec des assemblages hyper basiques de pieds de poteau. Pareil, un peu, on est resté un peu dans cet esprit de fermette avec des ferrures vraiment du commerce hyper basique, là, des pieds de poteau donc, de Simpson qui sont en âme, mais qui sont mis en contrebas, ce qui permet qu'en fait, quand on a fait un nouveau sol, ça permet de cacher l'ensemble des éléments de fixation. Et voilà, donc une fois ouverte, en fait, tout d'un coup, cette maison pavillonnaire a un rapport sur son jardin qui a plus rien à voir avec ce que ça pouvait être initialement. Et on se rend compte aussi que cette charpente qui est vouée à être cachée par un faux plafond, finalement, participe à la qualité en fait, de cet espace, en la gardant apparente et en créant le plan d'isolation au-dessus des fermettes. Donc là, on est sur un projet assez particulier, assez spécifique. En fait, c'est des gens qui viennent nous voir pour réhabiliter, pour justement créer une extension d'une maison de maître aux alentours de Toulouse. Donc, ils nous abordent avec cette requête-là, comment on consulte pour créer cette extension. Donc là, on va leur proposer le contre-pied et leur dire que voilà, dans leur maison, en fait, il y a un comble, un potentiel aménageable dans le comble qui n'est pas du tout exploité. Donc, on va leur proposer d'aménager ce comble plutôt que de créer une extension. Donc, c'est l'opportunité donc de réisoler la maison en sarking, un peu comme sur la méthode précédente, c'est-à-dire par-dessus la charpente existante, et de créer de la surface supplémentaire sans avoir à construire un bâtiment dans le jardin de cette belle maison. Donc vient se poser la question de comment créer des ouvertures pour amener de la lumière et de l'air dans ce comble existant, sans dénaturer la maison, sans fabriquer de Velux qui dénaturerait complètement en fait, l'état de cette belle maison qu'on va voir par la suite. Donc cette bâtisse profite de la présence de 4 cheminées qui sont situées sur ces pignons, sur ces murs gouttereaux, parce que c'est une toiture à croupe, mais il y a 4 cheminées qu'on va utiliser en fait, pour créer, ou en tout cas réhabiliter les cheminées pour créer en fait, des amenées d'air et de lumière dans ces combles réaménagés, étant donné que 3 d'entre elles ne sont plus utilisées pour l'évacuation des fumées et pour la ventilation. Du coup, ce qu'on voit là, en fait, le sarking a été réalisé, hein, c'est l'isolant qu'on voit en partie basse de la photo. Et on arrive sur les parties de cheminée donc, existantes, sur lesquelles on crée des trémies. Donc là, c'est la maison en question. On voit un premier ouvrage de cheminée réhabilité qui commence à émerger de la toiture refaite. Donc, c'est des cheminées qui prennent quand même beaucoup plus d'ampleur que les cheminées existantes précédentes, qui étaient en maçonnet et qui deviennent des ossatures bois, et qui vont finalement permettre ces amenées d'air et de lumière dont je parlais tout à l'heure, en créant en fait une de leurs parois ouvertes, orientée vers le toit, donc quasi invisible depuis l'extérieur, depuis le jardin. Et en fait, là, en gros, c'est ce qu'on voit dans la photo précédente, la paroi arrière de la cheminée va être marouflée de couverture de survie. Donc là, c'est l'occasion aussi de parler de ces postes que les artisans ne souhaitent pas faire et qu'on fait en fait nous-mêmes. Ils sont nombreux dans pas mal de mises en œuvre qu'on essaye de faire, notamment dans les questions d'électricité. Bon, on n'en parlera pas forcément dans cette conférence. Mais ici, voilà, là, c'est un des associés, c'est Jean-Baptiste, un des anciens associés, Jean-Baptiste, qui est en train de maroufler en fait, cette paroi pour ramener un maximum de jour dans ces combles. Parce qu'en fait, ces cheminées vont devenir les seules ouvertures vers l'extérieur. Et du coup, elles sont... on va dire que les ouvertures sont fermées par un système de ventelle. Ventelle asservie sur la motorisation électrique, donc pour permettre en fait des amener d'air nocturne et faire de la ventilation pour abaisser la température sous les combles.
Sur ce projet, là, on va vous présenter 2 projets qui relèvent plus en fait, de la construction neuve, qui sont quand même liées à de l'existant parce qu'elles sont en extension de bâtiments existants, mais qui relèvent plus quand même voilà, d'une conception en construction neuve et donc des problématiques assez différentes. Pour ce projet M15 qui est à Toulouse, pour lequel des clients nous consultent pour créer une extension d'une maison en chartreuse, hein, un peu un cas classique dans la ville de Toulouse. Donc on voit la maison en question à l'arrière, qui a été là pour le coup purgée de tout son second œuvre, de ses enduits. Et ce qu'on voit en fait, c'est les cadres métalliques qui vont constituer l'ossature primaire de l'extension. En fait, dans ce projet, ce qui a été intéressant, ça a été bon, déjà, on était dans un budget hyper contraint, et ça a été hyper intéressant de rencontrer, de travailler avec un charpentier avec qui on avait déjà travaillé et qui nous a permis un petit peu de sortir le projet au prix. En fait, c'est un charpentier métal qui est installé dans les Hautes-Pyrénées et qui fabrique des hangars agricoles, donc il y a un volume de production assez important et qui n'est pas du tout coutumier de la mise en œuvre de petites échelles comme sur lesquelles on le consulte. C'est lui qui avait réalisé en fait, la surélévation en bardage aluminium que Mathieu a présenté au début de la conférence. Et pour ce projet, on essaye de concevoir au maximum cette structure avec lui, et notamment on essaye de pousser, on va lui faire prendre en charge un maximum de détails. Donc ça, c'est l'ossature primaire dont je parlais tout à l'heure, qui sont des cadres préfabriqués qu'il a amenés sur place. Pardon. Et du coup, on profite aussi de ses compétences techniques. On connaît un peu le matériel qu'il a pour travailler, les outils qu'il a à disposition dans son atelier. Et on sait qu'il peut profiler il peut faire des pliages, en fait, créer les profilés qu'on souhaite un petit peu à partir de tôles d'acier. Donc en fait, c'est ce qui donne un peu à ces dessins un peu particuliers on dirait des lettres de l'alphabet hébreu là, qui vont gérer en fait un maximum de détails. Vous allez comprendre par la suite. Donc en fait, ces éléments vont créer les rives basses et hautes de la structure. Là, on identifie les cadres qu'on a vus précédemment, qui sont posés en fait sur des longues grines, simplement attachés par un système de spit et de petites platines, sur lesquelles ils viennent poser donc ces rives et les souder en place. C'est pour ça que le métal est en fait brut. Hein. C'est lui, là, le soudeur, qui est un Belge qui est quand même assez doué en soudure. C'est lui qui s'est soudé en fait, tout le bâtiment tout seul. Donc ils viennent mettre en place ces éléments, les rapprocher des endroits où ils devront être soudés, et ils les soudent en place directement sur la structure in situ. Et typiquement, le profil de rive supérieure est en fait suspendu au cadre, de façon à venir accueillir des bacs d'isolation, ce qu'on appelle des trilates, en fait, c'est des caissons chevronnés, qui porteront de rive à rive. Et en fait, ce détail assez particulier de pliage va permettre également, d'une part, de prendre le bac de couverture et d'isolation, mais en plus de venir accueillir les vitrages fixes qui vont faire le revêtement de la façade. Donc c'est ce qu'on voit là en fait. Les vitrages sont juste des éléments verriers en fait, sans châssis, qui viennent être collés directement sur la structure métallique en fait, sur la rive dont on parlait, qui vient prendre le plafond, de façon à minimiser à nouveau les interventions et les détails de mise en œuvre. Autre type de matériaux, mais toujours dans l'idée de l'ossature en extension d'un bâtiment, c'est cette extension d'une maison qui se situe dans les Pyrénées-Orientales, à côté de Font-Romeu, c'est-à-dire à la montagne, en altitude, qui est faite en ossature bois, avec une entreprise de la région, et qui a la particularité d'être une extension périphérique de l'ensemble de la maison, puisque ce projet en fait est la commande est de rendre habitable à l'année une maison secondaire qui ne servait que pendant les vacances pour un couple de personnes qui vont venir donc y vivre à l'année et qui ont besoin de rendre
le rez-de-chaussée habitable, mieux isolé, mieux chauffé, avec plus de confort. Donc on a proposé cette ceinture périphérique en ossature bois autour de cette maison. Et ces maisons donc ça c'est une maison qui a été construite à la fin des années 50 par un ingénieur de Perpignan, qui en fait est construite en maçonnerie de granit. On voit les blocs de granit, là c'est l'ouverture qui a été faite sur la partie de gauche de la photo. Ce sont des maçonneries de granit avec des chaînages en béton faits à chaque étage. Donc cette ossature, elle va se poser sur à la fois la maison existante et les massifs en béton qu'on voyait émerger sur la photo précédente. Et elle est constituée de poutres de rives hautes et basses qui font la longueur de l'extension, donc c'est-à-dire une sorte d'homothétie de la maison existante, et qui vont répondre à une logique de mise en œuvre la plus évidente pour le charpentier, avec les moyens aussi qu'ils ont, et qui sont quand même des moyens assez importants. Donc à savoir une commande en fait à une scierie qui a des fraiseuses numériques pour faire des assemblages, en l'occurrence là des queues d'aronde qui vont générer les assemblages dans les angles des poutres de rive invisibles. C'est une proposition qu'a faite le charpentier, finalement, ce n'est pas une demande forte qu'on avait nous à l'origine, et souvent nous on travaille comme ça dans les projets, on ne prédéfinit pas forcément, on n'a pas d'attente particulière de certains détails, on a besoin d'être dans l'échange avec les personnes qui vont le faire pour mettre au point ce détail-là, et nous c'est une sorte d'indétermination qui est assez importante dans la manière dont on aborde les projets. Puisque ensuite, là, sur la photo, ce qu'on voit, c'est que toutes les ramasses solives, eux, sont faits avec des systèmes de sabots métalliques bien plus standards. Et le charpentier lui-même a proposé que, par contre, dans les angles, il y ait ce système d'assemblage de queue d'aronde. Sur le parking à côté où était prise la photo d'avant, sont assemblées les poutres, donc la rive basse à la rive haute, par un système de poteaux métalliques. Donc ce sont des petits fûts métalliques, alors métalliques juste pour la raison d'avoir un élément vertical qui soit le plus fin possible. Et donc ça fait des sortes de façades un peu préfabriquées qui sont ensuite grutées et viennent se poser sur les massifs béton qu'on voit là au premier plan. Dans les parties longues, qui font plus de 15 mètres de long, étant donné que les poutres, via les gabarits routiers, sont limitées à des longueurs de 13 mètres, les poutres de rive sont divisées en deux parties et donc sont assemblées par un système simple, une sorte de mi-bois un peu en travers, qui se situe après le poteau intermédiaire de la façade. Et donc, une fois que le charpentier a mis en œuvre cette poutre de rive bas, enfin cette façade qu'on a vue tout à l'heure qui était portée par la grue, on met en place une série de solives qui sont des profilés très standards de plancher, en fait, de solivage bois en partie basse et en partie haute. Finalement, ça nous permet de créer des caissons qui ensuite vont être remplis d'isolants en ouate de cellulose soufflée et qui seront fermés par le plancher en bas et par le plafond bois en haut, qui jouent un rôle structurel puisqu'en fait, ils permettent aussi le contreventement de la structure, le contreventement horizontal de la structure. Enfin, deux derniers projets qui vont parler plus de dispositifs liés à ce qu'on a catégorisé là pour cette conférence de remplissage. Le premier T11 est une commande pour une toute petite galerie d'art à Toulouse, au rez-de-chaussée d'un immeuble en béton des années 60, une barre d'immeuble assez haute, qui était un appartement assez pourri, et donc qui est récupéré par une petite galerie d'art qui veut s'installer, et sur laquelle on a pu faire un certain nombre d'expérimentations sur plusieurs dispositifs,
et notamment celui qu'on vous montre ce soir, qui est une mise en place de parois pour les bureaux, puisqu'en fait, dans cette galerie d'art, il y a un petit espace d'exposition qui est accolé à 3 bureaux. Et les bureaux sont chauffés, isolés en fait acoustiquement et thermiquement, alors que la galerie d'art, elle, est plus dans le bâtiment un peu brut de démolition. Et pour fermer ces façades de bureaux, on a travaillé donc avec la personne qui est dans le gilet fluo, là, qui est un miroitier, et on lui a fait un peu travailler de la menuiserie avec un matériau qui est du polycarbonate compact. Donc ça a la propriété du verre. C'est un peu plus souple, en fait, c'est beaucoup plus élastique que le verre, par contre. Donc là, c'est toute l'équipe du miroitier qui travaille ça, avec des moyens de mise en œuvre qui relèvent de la miroiterie, c'est-à-dire des systèmes de ventouse, les systèmes de calage, et néanmoins, une manière de travailler ce matériau, après, qui relève plus de la menuiserie, puisque c'est un matériau qui est perçable, dans lequel on peut se visser. Et finalement, ce qu'on a un peu exploré dans ce projet, c'est de faire de la paroi vitrée, parce que vous avez vu que dans pas mal de projets, on est très intéressé par le matériau vitrage qui permet d'enlever un peu la séparation intérieure-extérieure. Mais là, d'enlever complètement toute idée de châssis, toute nécessité d'un châssis, qui est cet élément qui entoure toujours le vitrage et qui permet de tenir et de mécaniquement ouvrir un vitrage pour une porte, une fenêtre. Ben là, ça permet d'intégrer l'ensemble de la quincaillerie, à savoir des pommelles, des serrures, des poignées, des choses comme ça. Et finalement, dans ce projet, ben l'ensemble de la partie à gauche, que sont les 3 bureaux qui s'enchaînent, il y en a une partie qui est hors champ de l'image sur notre gauche, font toute une partie isolée, chauffée du bâtiment. Et du coup, le dernier projet, donc pour finir, c'est notre bureau actuel, qui est donc un ancien garage d'un immeuble des années 60 aussi, où là, l'intervention s'est portée essentiellement sur la façade principale, et en fait le remplacement du portail opaque en métal ainsi que les pavés de verre qui se trouvent au-dessus par un élément industrialisé là, de menuiserie avec plusieurs contraintes. La première qui est issue de l'urbanisme, car étant donné que c'est un garage en centre-ville, on ne peut pas supprimer des places potentielles de parking. Du coup, on doit prouver que cette ouverture peut s'ouvrir dans son intégralité, donc que ça reste potentiellement une porte de garage. La seconde contrainte, c'est qu'on voulait qu'avec un seul élément, on vienne fermer l'ensemble des ouvertures existantes. Donc la partie basse, qui était le portail, qui est après en partie divisée en deux, où il y avait les pavés de verre. Donc tout ça, c'est une seule ouverture. Enfin, on voulait le remplir avec un seul élément. Donc on a mis en place en fait un applique intérieur sur la largeur totale, donc y compris sur une partie de mur opaque qui se trouve à droite, pour faire en fait l'isolation aussi thermique de cette façade. Donc c'est une porte sectionnelle vitrée en aluminium, donc de grande dimension, et qui permet de gérer la seule entrée de jour en fait de nos bureaux sur la rue par cet élément-là, mais aussi donc de répondre à la contrainte de l'urbanisme de pouvoir ouvrir, et qui nous arrange bien parce qu'en fait ça nous crée une sorte de terrasse un petit peu en cour anglaise comme ça à l'intérieur, qui en fait est très utile à Toulouse au beau jour. Et là on voit donc en position fermée donc cet élément en applique intérieur qui vient vraiment passer derrière tous les éléments de béton existants, à la fois la poutre ici, mais aussi donc latéralement là, on voit que ça s'engage derrière ce mur pour faire vraiment ce plan d'isolation et cette nouvelle façade intérieure aussi entièrement uniforme sur ce bureau. Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup.
On n'a que nos émoticônes pour vous applaudir, mais c'est comme ça. Mais merci beaucoup à tous les trois pour cette présentation, moi, que je trouve très riche. Ça ne m'étonne pas. Et voilà, donc il y a plein de sujets que vous avez abordés. Je sais que moi, j'avais déjà un peu pressenti quelques questions que je voulais vous poser, mais je serais vraiment très heureux que les étudiantes et les étudiants puissent s'exprimer sur des choses. Peut-être si vous pouvez quitter l'écran, là, qu'on puisse voir un peu tout le monde. Donc moi, j'avais prévenu, j'aimerais bien que au moins les étudiantes et étudiants du cours sur les assemblages puissent voilà, avoir des remarques, des commentaires pour engager les discussions. Et puis si c'est trop silencieux, bah, je démarrerai. Mais... Voilà, ça c'est... Je veux bien me lancer, hein, si personne ne le fait. Alors, qui parle, pardon? Maxence. Bonjour Maxence. Ah, Maxence, souvent vous me posez des questions, c'est super. Merci Maxence. Pas de souci. Déjà, merci pour la présentation. Et j'avais plus une question vis-à-vis de votre rapport avec vos clients. Parce que vu que j'imagine c'est souvent des clients plutôt privés et des familles. Je voulais voir comment vous entretenez votre relation sur le projet, dans le sens où est-ce que la plupart du temps, ils vous font complètement confiance et vous leur faites des propositions qui rentrent dans un certain budget, ou est-ce que c'est eux qui ont déjà une certaine idée de comment ils envisagent les réhabilitations et vous vous adaptez à leurs envies? Je pense En que fait, ouais. Je pense qu'en fait, c'est un peu ni l'un ni l'autre. Enfin, ils font pas totalement confiance, mais ils n'ont pas non plus l'idée de ce qu'ils veulent. Donc, c'est un peu un mix de l'ensemble. Donc, en fait, eux, ils viennent plutôt avec un programme. Donc, ils savent un petit peu en termes de quantité, de mètres carrés, tu vois, un petit peu, de nombre de pièces et de particularité de vie, quoi, ouais, quelquefois. en termes d'usage, vraiment. Et en fait, suite à ça, en fait, on leur fait plusieurs propositions de projet. On leur fait pas une proposition définitive en disant voilà, c'est ça pour vous, quoi. Donc, on a une sorte de méthode d'approche initiale. On fait une sorte de faisabilité qui prend en compte l'ensemble des contraintes qu'ils nous donnent. Et sur cette base-là, en fait, on propose en général 3 projets qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, souvent, mais qui répondent à l'ensemble de ces contraintes. Sur ces 3 projets, évidemment, c'est quand même une sélection déjà qu'on fait en interne sur 3 projets qu'on est prêt à construire et qu'on assume dans la conception globale et qui souvent, chaque proposition amène une sorte de caractère expérimental qu'on souhaite tester ou développer. C'est sûr que ouais, pour compléter ce que dit Laurent, c'est que quand tu es confronté à un nouveau client que tu connais ni d'Adam ni d'Ève, il faut obligatoirement, enfin pas obligatoirement, mais nous, la façon dont on l'a mis au point, c'est de se dire on a une méthode qui va nous permettre de progressivement jauger de la compatibilité, hein, parce que si on parle de compatibilité entre architecte et client, donc c'est un peu ce que disait Laurent, il y a cette première phase qui est la faisabilité, et qui permet de jauger de cette compatibilité-là. Est-ce qu'ils sont prêts à entendre ce qu'on a raconté et vice-versa, quoi. Mais la confiance, elle se construit petit à petit. Et pour répondre à la question, il y a les architectes ont tous mis des méthodes au point pour justement construire cette relation de confiance. Et après, effectivement, il y a des moments dans le projet où ça peut se tendre. Et là, il y a nécessité de remettre les choses au point, au clair, sur ton rôle, son rôle, de bien distinguer voilà, le rôle de chacun dans le projet, de ne pas se marcher sur les pieds, quoi. Je pense aussi par rapport à cette question-là là, de la confiance de la maîtrise d'ouvrage, il y a un peu aussi deux moments un peu clés, où il y a le moment de conception où en général tout est beau et tout est rose et c'est génial. Et puis le moment où le chantier commence et la réalité où en fait tout d'un coup ils se rendent compte qu'en fait on est en train de démolir la moitié de leur maison. Il peut y avoir à ces moments-là des tensions qui se mettent en place ou des peurs qui nécessitent pas mal de pédagogie et de temps, de discussion pour
regagner leur confiance aussi dans des moments un peu comme ça, parce que quand on passe à l'acte, en fait, dans le concret, bah, c'est pas forcément les mêmes discours et les mêmes. Enfin, c'est pas, le rapport est différent, quoi. Merci beaucoup, c'était super complet. Bonjour. Moi, j'avais une question plutôt sur, au final, j'ai l'impression que vous faites quand même de la petite échelle, à chaque fois de l'ordre de la maison ou de la petite intervention. Est-ce que vous avez cette idée-là dans l'idée au final, d'être proche de votre chantier? J'ai l'impression que vous y êtes beaucoup et qu'en fait, faire de la petite échelle, c'est une question vous permet justement d'être maîtrisé au final ce chantier un peu plus facilement. C'est un peu une question qu'on se pose, en effet. Effectivement, tu as raison. Tous les chantiers qu'on a construits, donc majoritairement des marchés privés et un petit peu de marchés publics, mais sont tous relativement petits. Et néanmoins, on essaye d'accéder à des projets de plus grosse échelle, notamment on en a en cours en études en ce moment. Et nous, ce qu'on essaye de doser, c'est comment on peut conserver pas vraiment cette rigueur, quoi, mais cette envie de trouver le plaisir dans la compréhension et la maîtrise du projet, notamment sous les aspects constructifs, sous les moments du chantier, hein, pour beaucoup, y compris à des échelles plus grosses. Et on essaye aussi d'identifier quels sont les outils qui nous permettent de maintenir ça. Et par exemple, un outil assez important là-dessus et qui est une question qui nous est posée fréquemment et qu'on se pose même nous, même si c'est pas à l'ordre du jour, c'est comment conserver. Là, nous, on est tous les trois en fait, on est trois associés et dans le bureau, on a 1 ou 2 stagiaires, c'est tout. Et parce que nous, on veut travailler sur les projets, c'est-à-dire qu'on veut dessiner sur les projets, on veut être sur les chantiers, rédiger les comptes rendus nous, faire les chiffrages nous. On travaille toujours à 2 par projet et on tourne en fait. Il y a toujours 2 de nous dans les projets et ces binômes tournent tout le temps. Il y a un processus comme ça de roulement. Et ça, pour nous, c'est une manière de conserver cette rigueur qui n'est pas qu'une règle en vue d'un résultat de projet, mais qui est en fait aussi, c'est ce qu'on aime, nous, c'est faire les projets, quoi. Et c'est ça qui est important, quoi. Et on ne veut pas se retrouver trop loin des projets à un moment donné. On en a peur, pas forcément pour le rendu du projet, pour le résultat, mais aussi parce que c'est les temps qui nous intéressent, nous. Ouais, et d'autant plus que c'est une espèce d'architecture un peu empirique qu'on développe, quoi. C'est-à-dire qu'il y a besoin d'une présence de prise de décision immédiate en chantier, tu vois, où finalement, donc, non seulement on apprécie y être, mais en plus, il faut qu'on y soit parce que tu verrais nos DCE, ils sont tellement pauvres qu'il vaut mieux être là pour assurer derrière, quoi. Mais c'est une méthode aussi qu'on apprécie, enfin qu'on a mis au point et qu'on apprécie assumer d'une certaine façon. Mais ça implique forcément que l'on soit là et qu'on ne délègue pas, quoi. Pas qu'on ne fasse pas confiance à d'autres gens, c'est plus une espèce d'implication globale qui prend naissance pas uniquement dans les projets, mais dans la gestion de l'administratif du bureau, enfin tout ça, quoi. On partage tout, on veut tous être impliqués. Et dans ce sens-là, on envisage assez peu de déléguer, quoi. Si ce n'est dans une dimension pédagogique, d'où les stagiaires, en fait. Mais, ouais, pour juste compléter un tout petit peu, je pense qu'on est assez vigilant aussi sur le nombre de projets en cours et on adapte en fait le nombre de projets un petit peu en fonction de leurs échelles. Donc, c'est-à-dire, on sait maintenant par expérience que des projets privés de maison, on peut en avoir un certain nombre en parallèle pour pouvoir les gérer de cette façon-là. Et aujourd'hui, on appréhende un petit peu, on essaie d'adapter ça par rapport à des projets plus gros. Donc, aujourd'hui, on a moins de projets. Avec on a gardé évidemment des petits projets, mais du coup, on en a quand même moins par rapport au fait qu'on ait des projets un peu plus gros en parallèle. Et du coup, justement, pour pas se faire déborder aussi tout d'un coup par une surcharge de travail ou devoir absolument embaucher parce qu'en fait, on n'arrive pas à suivre. Donc voilà, il y a ce côté un petit peu de vigilance à avoir sur la quantité de travail.
Euh, je prends la parole 2 secondes parce qu'il y a plein de questions, mais c'est juste pour poursuivre cette idée, les réflexions que vous menez quant à ces questions de chantier. Vous l'avez compris, dans ce cours, je tâche dans les présentations que je fais le mercredi de fouiller et d'avoir autant que possible des images de chantier pour les projets qu'on regarde. Donc, ça peut être des images de chantier d'Edouard Albert, de Richard Rogers, ou demain, ce seront d'Herzog et de Meuron. Donc, vous voyez, vous êtes dans cette chose-là. Et c'est vrai que cette question du chantier, elle me fascine et vous en parlez très, très bien. Et la question qui vous est posée tout à l'heure, quand en plaisantant, Louis, tu dis que, je ne sais plus qui disait que voilà, les moments de chantier peuvent être angoissants pour les maîtres d'ouvrage au regard de ce que vous appelez la pauvreté de vos DCE, hein, donc de vos dossiers de consultation des entreprises. Je crois que c'est Mathieu qui parlait tout à l'heure d'indétermination, mais je pense que c'est un mot que vous partagez, c'est-à-dire ce moment où une grosse partie de la conception du projet se fait pendant le chantier, j'ai l'impression. Ou en tout cas, le réglage et ce moment de l'assemblage, peut-être que les questions spatiales, les questions de fonctionnement, les questions de dispositif général, ils se décident avant. Mais justement, ce moment de l'assemblage, qui, moi, m'intéresse beaucoup, et c'est de ça dont j'ai envie de parler, ce réglage de ce moment de l'assemblage, et puis après, on posera la question du langage issu de ce moment de l'assemblage, elle se décide pendant le chantier, si j'ai bien compris. C'est-à-dire ce réglage précis de l'interaction entre justement les différents corps de métier, les différents objets que vous manipulez. Ça, c'est pendant le chantier que ça se fait, ou justement, vous ne décidez pas, vous n'êtes pas des guides, des détails, vous surdessinez tout, et une fois que c'est fait, les choses se lancent selon vos dessins. Non, justement, c'est ça. On ne dessine pas. Enfin, le principe général, il est acté. Et la mise en œuvre précise, on l'a définie en fonction des entreprises, enfin, par rapport aux compétences des entreprises qui vont être sur le chantier, en fait. Donc, on ne veut pas imposer une mise en œuvre à quelqu'un qui ne va pas forcément savoir le faire ou qui n'a pas les capacités ou la technique pour faire cette mise en œuvre-là, mais plutôt adapter la mise en œuvre par rapport aux compétences qui sont en place sur le site. Donc, ça nécessite voilà, des adaptations rapides et de la discussion. C'est pour ça aussi qu'on peut tout le temps à deux s'associer sur les chantiers pour pouvoir prendre des décisions rapidement sur place et pas devoir retourner au bureau, en discuter, etc. Mais en tout cas, voilà, ça se fait vraiment avec les compétences des entreprises. Souvent, on variante des choses en place, mais en ayant toujours l'idée du principe général du projet. Donc, le but, c'est pas non plus de faire n'importe quoi en disant bon, mais tu sais pas le faire, on va faire comme tu veux, quoi. C'est pas du tout l'enjeu. C'est plutôt de se dire bon, nous, le principe général, c'est celui-ci. Comment, avec les compétences proposées, ce que vous savez faire, on peut arriver à cette fin-là. Et pour compléter un petit peu, c'est aussi inhérent, je pense, au fait qu'on ait pas mal évolué dans le domaine de la réhabilitation. Parce que tu peux pas anticiper. Il y a plein de choses que tu ne peux pas anticiper. Il y a plein de choses qui se découvrent sur le moment de la démolition, sur le moment de la fabrication d'un sommier, par exemple, où là, tu te rends compte que en fait, ton appui va être 5 cm plus bas parce que le lit de briques qui est bon, il n'est pas à l'endroit où tu l'imaginais. Voilà, il y a plein de méthodologies, à mon avis, inhérentes au fait qu'on soit confronté à beaucoup de projets de réhabilitation qui voient le jour, quoi. C'est-à-dire il y a ça, et l'autre point aussi, c'est qu'on développe, de par les échelles un peu constantes auxquelles on a affaire et la localité assez réduite, enfin le secteur assez réduit sur lequel on opère, à une espèce de partenariat en fait, qu'on développe avec des entreprises. Les gens avec qui on travaille, c'est souvent les mêmes. Donc il y a une espèce on va dire, pas d'automatisme, mais d'esprit de cohésion qui se fabrique entre nous et eux, et on sait un petit peu comment ils travaillent, ils savent un petit peu comment on réfléchit, et du coup ça met un peu en confiance, ça permet de ne pas passer trop de temps à dessiner des détails sur lesquels on sait qu'on n'a pas vraiment besoin d'insister parce qu'ils savent un petit peu ce qu'on attend, mais plutôt passer du temps sur des détails très spécifiques, parce que si quand même on dessine sur certains projets des choses très spécifiques à chaque projet. Par contre, on ne va pas dessiner les engravements des dalles béton quand c'est une dalle simple dans un mur de briques. On sait que le maçon sait faire et on sait comment il fait, il n'y a pas besoin de le dessiner. On ne craint pas qu'il le fasse mal parce qu'on sait qu'il le fait bien, parce qu'on bosse souvent avec lui.
C'est un peu ces logiques-là aussi de confiance mutuelle qu'on met au point avec les mecs avec qui on bosse, quoi. C'est vrai que du coup, les détails, en fait, sont dessinés sur chantier essentiellement. Parce que des DCE très complexes, on en a fait beaucoup avant. Mais on s'est rendu compte que les 3 quarts du temps, en fait, c'était jamais réalisé comme fait sur notre DCE. Et que ça a évolué. Donc, en fait, aujourd'hui, on fait des DCE relativement des DCE, on va dire, de principe, de mise en œuvre, et qui permettent justement toute cette marge d'ajustement avec l'entreprise, qui nous permettent de sortir les carnets de détails, ou les détails en tout cas précis de mise en œuvre au moment où on en a besoin et avec la personne qui va le faire en fait. Moi, je peux continuer à poser des questions. S'il y en a, est-ce que quelqu'une a quelque chose? Non? Bonjour. Bonjour. Oui. Je voudrais vous poser une question, du coup, si on a le temps. Salut. Je trouvais la conférence très intéressante, donc merci. Est-ce qu'à force justement de rester dans plutôt ce corpus de maisons dans le sud-ouest et de la même échelle et peut-être même du même type de client, est-ce que vous avez l'impression d'avoir développé une sorte de connaissance particulière sur un type, peut-être on pourrait dire, de vernaculaire, qui est l'habitation individuelle de cette région de la France? Et est-ce que même à l'intérieur de... Enfin, déjà, ça c'est une première question, et si la réponse est positive, déjà, est-ce que peut-être à l'intérieur de ce corpus autour duquel vous travaillez, vous arrivez à trouver des types, et notamment sur la question de l'assemblage, du détail et de la construction, est-ce que vous voyez des différences entre quand vous intervenez sur une bâtisse plutôt isolée dans la montagne qui date des années 50 et des bâtisses plus récentes? Est-ce qu'entre une époque plus artisanale, une époque industrielle, l'existant change et que du coup, ça vous fait changer votre façon d'approcher ce respect du déjà là? Est-ce que vraiment vous trouvez qu'il y a des différences dans tout ce corpus de maisons que vous abordez dans votre pratique? Déjà, je pense qu'on peut parler d'une possible expertise sur certaines constructions toulousaines, en effet là-dessus, mais c'est tout. C'est pas généralisable au sud-ouest, mais sur voilà, la manière de construire les maisons toulousaines, ce qu'il y a sous les planchers des rez-de-chaussée, les choses. Il y a des ordres de récurrence un peu comme ça, mais bon, c'est que notre expertise liée à notre expérience. Je ne pense pas qu'elle soit non plus scientifiquement très aboutie. Et deuxième point, effectivement, là, parce que récemment, on a eu des constructions, on est intervenu sur des constructions différentes et on en était très content de changer un peu justement de la maison en briques, comme on disait. Mais néanmoins, je sais pas, je pense pas qu'il y ait une grosse différence. Et surtout, en tout cas, nous, on n'aime pas, en tout cas, on n'a pas des préférés ou il n'y a pas des préjugés. Ouais, je pense que l'expertise qu'on a développée, elle n'est pas forcément sur la construction en elle-même, mais plus sur une méthodologie d'approche de l'existant, en fait. Cette méthodologie, en fait, qu'on partage, elle permet d'appréhender n'importe quel type de bâtiment pour essayer de le comprendre et d'anticiper quels sont les éléments qui vont être intéressants à mettre en avant, à conserver, qu'est-ce qui est peu qualitatif et qui finalement peut être enlevé, et aussi un peu une sorte de lecture d'un bâtiment dans son histoire, de voir qu'est-ce qui est là depuis l'origine, qu'est-ce qui a été rajouté au fil des années. Et ça c'est des sortes de récurrences, en fait, peu importe la typologie ou la façon dont c'est construit. On le retrouve, en fait, l'évolution du bâtiment et apprendre à analyser et lire ces différentes époques et voilà, essayer de voir qu'est-ce qui est qualitatif, qu'est-ce qui est moins. Ça, c'est une vraie méthode qui est pour nous, je pense, une vraie expertise qu'on a acquis aujourd'hui tous les trois et qui permet d'appréhender chaque bâtiment de la même façon, en fait, peu importe la période où elle a été construite. Ouais, et puis aussi pour compléter, je pense qu'il faut qu'on soit clair sur la question de l'expérimentation, parce que ce que tu évoques aussi, c'est le fait d'une certaine façon de tourner en rond, parce que c'est une réalité, quoi. On fait beaucoup de chantiers de particuliers sur des mêmes types d'échelles, mêmes types de budget, avec des programmations qui sont somme toute assez proches les unes des autres, quoi. Donc en fait, à chaque fois, bien qu'effectivement on puisse faire des ponts entre les typologies constructives auxquelles on a affaire,
on essaye quand même de positionner le curseur expérimental sur les mises en œuvre, sur la façon de répondre à ces programmes, à chaque fois est un peu différente. Et ça, pour une volonté, alors, parce qu'on aime bien répondre à chaque projet de façon assez spécifique, mais aussi plus globalement parce qu'on aime bien tester des choses, quoi, et qu'on aime bien ne pas refaire la même chose 100 fois. Voilà, il y a cette question inhérente au fait qu'on a toujours, très souvent affaire au même type d'échelle, nous a amené aussi à se poser la question de qu'est-ce qu'on essaye de faire à chaque projet, quoi. Je pense que la conférence, c'était un peu ce qu'on voulait vous montrer aussi, c'est que chaque projet, même si ça reste des maisons, donc en fait les programmes ils sont très similaires, mais en fait sur chaque projet il y a une mise en œuvre un peu on dirait expérimentale pour nous parce qu'on l'a jamais fait forcément avant, qui nous intéresse, et c'est ce qu'on a illustré ce soir là. C'était chaque fois définir un projet par une mise en œuvre qui est unique à ce projet là, bien que voilà, ça reste des mêmes types de projets. Et je poursuis un peu la question de Nicolas que je trouve très pertinente là, par rapport à la manière que vous avez d'adapter. Alors, Nicolas parlait des systèmes et des assemblages, mais moi, vous avez en plus construit la présentation sur. J'ai noté 5 opérations qui sont incision, les plans ajoutés, les ouvertures, les extensions, et il m'en manque une 5e, pardon. Remplissage, pardon, c'était la dernière, remplissage que je n'ai pas noté. Et ce que je trouve intéressant dans la question de Nicolas, et c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup aussi en regardant votre travail, c'est la lisibilité des opérations. Et ça, c'est très clair dans les chantiers que vous avez préparés, montrés ce soir, c'est-à-dire que plus que, je dirais, certains pourraient parler de stratégie, mais je trouve que le mot opération, il va assez bien, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose que vous appliquez sur un existant, donc c'est une opération sur un existant. Et ce que je trouve, moi, ce que je remarque, c'est à la fois, il y a 2 systèmes, il y a des systèmes endogènes et des systèmes exogènes, et que, en fait, les systèmes locaux, les systèmes sur lesquels vous travaillez, c'est-à-dire la réalité de l'existant que vous manipulez, la question, en tout cas, de l'esthétique et du langage qui est émanant à tout ça, parce que moi, c'est une grande question que j'ai envie de vous poser aussi, cette question du langage et de l'esthétique, elle est très liée à l'autonomie des objets que vous apportez sur la diversité des existants que vous travaillez. C'est-à-dire que ce que je remarque et ce que je trouve particulièrement adroit dans tout ce que vous faites, c'est vous manipulez des objets qui, quand vous les montrez, sont manipulables, c'est-à-dire manutentionnables. Alors, il y a des grues par moment parce que les objets sont un peu plus lourds, mais les objets que vous apportez sont tous relativement identifiables, tous presque une forme d'abstraction. Et les assemblages, et la beauté des assemblages, et l'esthétique, et le langage architectural que vous générez, il est issu de cette confrontation entre l'objet, l'opération et l'existant. Et c'est pour ça que la question de Nicolas, je la trouve pertinente, parce qu'en fait, moi j'ai le sentiment que vous n'adaptez pas les objets aux existants. Mais qu'en revanche, le résultat de l'assemblage entre un objet exogène et un milieu endogène, donc un milieu existant, c'est de là que naît une forme de satisfaction, mais au bon sens du terme. Et ça, je trouve ça particulièrement intéressant, c'est-à-dire, au contraire, c'est toujours à peu près des objets simples. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tout le temps les mêmes, mais je dirais que c'est la condition des objets que vous manipulez, c'est leur simplicité et leur lisibilité. Est-ce que vous seriez d'accord avec ça? Je pense que en fait, on pourrait non pas parler d'assemblage dans ce cas, mais plutôt de juxtaposition. En fait, on vient accouler des éléments sans essayer de vraiment les faire s'imbriquer réellement, quoi. C'est toujours... en fait, l'opération qu'on réalise sur l'existant, c'est une façon de pouvoir venir justement accueillir de façon accolée un élément rapporté sans qu'une imbrication soit nécessaire, quoi. Ça permet de les juxtaposer l'un à l'autre et qu'ils gardent chacun leur indépendance finalement et leur lecture. On est un peu dans ça, quoi. Et c'est ce qui nous permet aussi d'anticiper justement les mises en œuvre en fait et la qualité de réalisation du détail en fait.
Parce qu'on sait que quand on est trop imbriqué avec de l'existence, c'est quand même assez compliqué d'arriver à faire des choses qui soient nettes. Alors que la juxtaposition, elle permet ça, en fait. C'est ça, en fait. Je pense que quand on regarde un peu les projets qu'on essaie de développer, il y a pas mal de projets qui s'expriment à travers l'ossature, en fait, plus que la maçonnerie. Il y a quelques ouvrages de maçonnerie qui sont étroitement liés au fait de créer des ouvertures de temps en temps, mais c'est vrai que c'est des choses qui nous satisfassent beaucoup moins que de créer justement de l'ossature, qui va être un élément de structure, entre guillemets, neuf, rapporté, autonome dans sa constitution, et qui va être, comme disait Laurent, juxtaposé à de l'existant. Pour lier vraiment étroitement une intervention à de l'existant, comme souvent en plus on intervient dans des ouvrages maçonnés, hein, parce que dans nos régions, c'est quand même, la construction est quand même beaucoup développée sur ce point de vue-là, on a souvent affaire à la maçonnerie. Et ce n'est pas une méthode, on va dire, qui nous intéresse beaucoup plus que ça, parce que ça cache, en fait, la maçonnerie cache assez vite tous les systèmes d'assemblage, toutes les forces, l'expression d'un encastrement, l'expression d'un appui simple, tout ça, la maçonnerie, elle ne le montre pas, quoi. Et ce n'est pas des choses très, très didactiques, et c'est des choses qui nous intéressent peut-être un peu moins, quoi. C'est clair. Puis la maçonnerie, c'est un mur dans lequel après il faut faire des trous, alors qu'une ossature, c'est une façade ouverte. En plus. Mais ouais, je comprends très bien, mais ouais, je trouve que cette idée de juxtaposition, en plus, enfin, c'est une manière de gérer l'assemblage, c'est-à-dire de ne pas l'articuler. Et c'est pour ça que dans le cours, on parle notamment voilà, des artistes assembleurs, des collages, des montages, de ces personnes qui mettent un peu comme ça en concurrence ou en compétition des objets, comme un collage, quoi, où justement les choses ne s'articulent pas. Et quand on parlera notamment de Colas et de la Kunsthal, où les éléments même, les objets manipulés sont confrontés les uns par rapport aux autres, avec aussi une forme d'indétermination. Donc moi, je trouve que ça, ça m'intéresse. Oui. J'ai d'autres questions. Est-ce que quelqu'un a une question supplémentaire? On a encore un peu de temps. Oui, bonjour. Merci pour votre conférence. Moi, j'aurais une question. Vous avez parlé de méthode et j'aimerais savoir, est-ce que vous avez une sorte de méthode pour appréhender la mémoire de chacun des lieux sur lesquels vous allez? En fait, la méthode, c'est pas vraiment une méthode, c'est qu'on a une approche commune qui est de se dire on n'a aucun a priori par rapport à un existant. On n'émet pas de jugement sur une situation existante. Il n'y en a aucune qui est mieux qu'une autre. On essaye justement de regarder à chaque fois avec les yeux un peu ouverts de ce qui est préexiste et de ce qu'on pourrait en tirer, mais sans vraiment porter de jugement sur ces situations-là. Donc cette question de mémoire, en fait, elle est surtout étroitement liée à la capacité de mise en œuvre que va représenter un lieu pour nous. C'est-à-dire, oui, il y a une trace du passé, mais on va la considérer comme étant actuelle et dans sa capacité à résoudre des problèmes, dans sa capacité à répondre aux enjeux soulevés par le projet, quoi, principalement. On va pas la regarder dans sa dimension historique, dans sa dimension patrimoniale. On va plutôt vraiment la confronter aux questions pragmatiques de quels sont les enjeux du projet et comment cet existant, cette histoire, peut participer de cette résolution-là, quoi. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais... Oui. Oui. Non, mais je ne veux pas. OK, merci. Non, mais si vous voulez, ça vous semble, il faut... dites-nous, hein. Ils voudront bien vous répondre. OK, bon. Vraiment, pas de problème. Non. Tu peux même dire qu'on a tort. Hein. Ah non, pas du tout. J'ai l'impression, en regardant vos projets, que moi j'admire de manière très esthétique, que justement il y a une sorte d'esthétisation de la mémoire du lieu qu'on retrouve dans tous vos projets. Donc c'est peut-être là la question du langage, d'un langage que vous essayez d'appliquer peut-être à chacun de vos projets. Et c'est pour ça que je me demandais si
de manière sous-jacente, vous n'aviez pas en fait une manière précise de lire un bâtiment et d'en refaire sortir certaines choses, mais aussi pour esthétiser, enfin, je ne sais pas si c'est clair. Parce que l'esthétique, en fait, elle découle de la démarche. Parce qu'en l'occurrence, je pense que ce qui me semble faire ressortir ce dont tu parles, c'est le fait qu'en fait, on a une première phase sur l'existant qui est un peu l'annulation de tout le second œuvre. En fait, on vient enlever les couches successives qui ont été faites dans le temps qui pour nous, alors ça c'est une sorte de préjugé peut-être, mais qui nous paraissent pas forcément utiles en tout cas, pour revenir un peu à l'essence même de la construction et à savoir le gros œuvre en général, mais qui intrinsèquement a une esthétique. Et je pense que c'est de ça dont tu parles en fait, qu'on retrouve un petit peu transversalement sur les projets. Mais du coup, c'est un peu par le déshabillage, on va dire, de ces couches qu'on arrive à cette mise à nu du matériau principal, du matériau initial, quoi. Je sais pas si. Oui, merci beaucoup. Non, je trouve intéressant cette question. Vous avez bien fait d'insister. Moi aussi, c'est des questions il y a un autre sujet, moi, qui est plus, là, je mets plus ma casquette un peu de praticien et la manière qu'on a de faire les projets, nous, à l'agence. C'est vrai je me suis toujours posé la question quand je regardais vos travaux, et puis même quand je vous entends, j'ai l'impression qu'il y a cette question de la référence que moi j'aime bien manipuler et qui, je sais, est quelque chose d'important. Quand on est architecte, on ouvre des livres, puis on les regarde, et puis on fait à la manière d'eux. Et je me suis toujours posé la question de savoir, est-ce que quand vous discutez des choses, est-ce que le fait de travailler majoritairement sur de l'existant vous permettez de mettre de côté complètement la citation, la référence, sans aller jusqu'au maniérisme, mais moi, en tout cas, ni la copie, mais une manière de faire les choses à la manière d'eux. Comment vous, est-ce que ça vous, est-ce que, voilà, comment vous par moment, est-ce que vous ne faites confiance qu'au réel et à cette esthétique que vous manipulez très bien, ou est-ce que par moment, voilà, vous imposez, vous importez, vous convoquez un élément de l'histoire qui vous intéresse plus qu'un autre, un détail de l'histoire qui vous intéresse plus qu'un autre. Parce que c'est vrai que moi, quand je regarde, et comme beaucoup, voilà, et puis là, on a eu plein d'images des chantiers, et puis je trouvais, entre parenthèses, très intéressant et très, voilà, très, très, très courageux en plus de jamais montrer les projets finis. C'est assez rare pour une conférence, même si c'était le sujet, donc ça aussi, je le salue, je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Mais voilà, est-ce qu'il y a des moments où vous faites appel à la citation, ou est-ce que c'est quelque chose que vous refusez dans la manière que vous avez de construire les choses? Non, on n'utilise pas ça. Des fois, c'est drôle, on en parle. À un moment donné, Jean-Baptiste, un des associés qui a été chez Bast pendant 2 ans aussi, on en parlait pas mal parce que souvent, c'était des propositions qu'il y avait. Et nous, en fait... Du coup, il est parti. On avait trop parlé. Parce qu'on refusait les citations. Non, parce qu'en fait, ce qu'on propose, ça relève à la fois d'une pratique collégiale et qui, pour nous aussi, rend compréhensible par notamment les maîtres d'ouvrage, facilement appropriables les projets vers lesquels on va, aussi par les entreprises, parce que c'est important qu'ils aillent, qu'on s'embarque tous ensemble en fait, dans le projet à un moment donné. Et du coup, il faut éliminer typiquement tous les processus narratifs en fait, qui sont trop subjectifs, qui peuvent amener des confusions ou des interprétations différentes en fonction des personnes, et plutôt rester concentré sur caractère scientifique basique en fait, sur la logique des choses, le pragmatisme de la construction,
l'enchaînement des matériaux qui ont une logique chacun, les uns après les autres, parce qu'aussi, des logiques, il y a leur mise en œuvre, et plutôt de se concentrer là-dessus, en fait. C'est ce qui, on a l'impression, et c'est notre point de vue, après, on ne demande pas que ce soit la vérité absolue, mais c'est ce qui nous paraît être aussi le plus facilement partageable et donc appropriable par les autres pour aboutir ensemble les projets qu'on coordonne. Et par rapport à cette question de la référence pure, on ne s'y interdit pas du tout. C'est pas la question, c'est quand on fait appel à la référence, elle est là aussi pour des raisons pratiques en général. On va regarder des mises en œuvre, on va regarder des résolutions qui ont déjà été éprouvées et qui parlent, en tout cas qui illustrent des espèces d'efficacité, qu'elles soient constructives ou programmatiques. On s'en inspire, oui, on peut aller les regarder, elles nous donnent des idées. Nous servent aussi à communiquer avec la maîtrise d'ouvrage souvent. Ouais. En fait, on fait très peu voire pas du tout de visuel. En fait, on fait pas d'images de nos projets ou quoi en phase de conception. Mais on les illustre tout le temps par une sorte de carnet de références où chaque référence est sélectionnée pour parler d'une mise en œuvre ou d'une matérialité, d'un type d'espace, très spécifiquement choisi. Et ça permet en fait de faire comprendre le projet dans sa matérialité à nos clients en fait. Mais on s'attache assez peu, on s'inscrit pas dans un champ référentiel très situé en fait. On va chercher au cas par cas, suivant la mise en œuvre, suivant ce qu'on souhaite illustrer dans différents types d'architecture, de l'architecture savante comme non savante. On va chercher un peu partout en fait, clairement. Et sans a priori, à nouveau, sur ce qui a été fait, sur même l'approche globale du projet, c'est pas ce qui nous intéresse en général. C'est plutôt piocher ponctuellement un élément qui pourrait soit illustrer, comme disait Laurent, soit carrément nous inspirer sur certaines mises en œuvre. Voilà, on y va vraiment sans complexe, mais aussi sans a priori, quoi. Ouais. Mais surtout on l'utilise quand même on a une grosse bibliothèque, on regarde régulièrement ce qui se fait, les bouquins, on suit l'actualité, on connaît aussi, on s'intéresse aussi à certains éléments d'histoire de l'architecture, etc. Et on y pioche des éléments hyper ponctuels, mais qui du coup ne sont pas reproduits. C'est pas une citation, en fait, c'est pas reproduit dans son intégralité, quoi. C'est vraiment des éléments de mise en œuvre. Ou des démarches, en fait, des démarches constructives aussi qui peuvent nous intéresser sur une multiplicité des productions. Enfin, voilà, il y a toutes les pratiques contemporaines hyper diverses qui voient le jour là, à travers toute l'Europe et le monde entier. On les regarde, on sait ce qui se fait et voilà. Clairement, on est au courant, quoi. Donc, faites de ce qui se fait et ça nous inspire, clairement. Non, mais je vais lire une question, juste, mais c'est vrai que moi, ce qui m'intéresse, ce que je vois beaucoup, c'est l'absence totale de références et de citations. Et ça, c'est vrai que c'est presque à l'opposé de ce que moi, je pourrais, même manière d'aborder le projet, ou ce qui m'intéresse aussi personnellement et à l'agence. Donc, je suis assez fasciné par cette manière de contourner, et je me doute que ça puisse servir de méthode à un moment, mais que dans le moment de l'exécution, les choses soient d'une espèce d'autonomie et dans le temps et dans la forme que je trouve fort, vraiment. Après, il y a deux jolies questions là, qui viennent de tomber par la poste. On vient de voir les pavés là. Donc, on va commencer par la première, si on a encore 5 minutes, parce que j'aurais du mal à pas vous faire répondre aux questions des étudiants. Je les lis quand même. Est-ce que le premier, Alexis Le Gallo, il ne peut pas parler? Bon, c'est pas grave. Donc, je pose la question pour lui. Merci pour cette conférence. Une petite question. Est-ce que dans votre démarche, on pourrait parler d'une sorte de script, de processus, à la manière des artistes conceptuels, une sorte de suite d'opérations à opérer, une attitude un peu protocolaire dont découlerait ce langage esthétique qu'on pourra qualifier un peu vulgairement de bricolage? En fait, c'est marrant cette question parce que dans plusieurs interventions sur lesquelles on a été invité pour montrer notre travail, rétrospectivement, on a regardé notre production et
Et assez automatiquement, on a classifié un peu nos types d'intervention suivant un espèce de protocole, effectivement, c'est vrai. On l'a eu fait. Est-ce qu'on le fait vraiment quand on approche un projet? Je ne pense pas. C'est pas on se dit il y a ce manuel-là à suivre et on le fait. Mais par contre, rétrospectivement, sur la plupart des projets, quand on les regarde, on arrive à trouver effectivement des récurrences qui sont. Alors, j'imagine elles sont pas complètement inconscientes, hein, c'est clair, mais elles ne sont pas volontaires. Il n'y a pas, comme tu dis, un script à suivre, un manuel protocolaire sur le développement du projet. Après, c'est des récurrences de méthodes. Donc, effectivement, ça se recoupe d'une certaine façon, forcément. Ouais. Vous avez encore un peu de courage, un peu de courage pour encore une question? Oui. J'espère que vous pourrez prendre là. Comment phasez-vous votre mission pour vous assurer que votre client soit compatible avec votre démarche? Vous avez parlé d'une première phase de faisabilité. Or, votre approche est très spécifique aux questions constructives et aux objets de construction. Il nécessite un diagnostic assez poussé de l'existant. J'imagine que vous vous posez rapidement des questions très spécifiques au projet, ce qui représente un temps de travail probablement plus important que pour une étude de faisabilité plus générique. À quoi ressemblent donc ces études de faisabilité dont vous avez parlé, et comment les rendez-vous viables économiquement pour votre structure? Alors, par rapport à la question de la faisabilité et de son rapport à la construction, en fait, c'est assez flou au début. Hein. On ne fait pas une faisabilité en évoquant des principes constructifs immédiatement, assez rarement. La faisabilité, elle se base plutôt sur, on évoque des réponses d'aménagement selon une programmatique assez précise que développe le client, mais on ne s'engage pas immédiatement sur des méthodes constructives. Même si nous, de façon sous-jacente, on commence à y penser, on ne les exprime pas forcément aux clients, et c'est par la suite que la matérialisation du projet voit vraiment le jour, notamment dans les phases d'études, mais d'autant plus quand on commence à rentrer en chantier, quoi. Mais du coup, de ce point de vue-là, je relis en même temps ce que tu demandes. Je pense qu'en faisabilité, il y a plus une sorte d'action un peu radicale sur la spatialité, mais qui après, dans un second temps, on réfléchit à sa mise en œuvre. Mais c'est pas. Du coup, nos dossiers ne sont pas particulièrement chronophages. Et par contre, c'est à ce moment-là qu'on s'assure de la compatibilité dans les deux sens, hein, avec la maîtrise d'ouvrage. C'est-à-dire que ce dossier, il permet d'évaluer autant pour nous que pour la maîtrise d'ouvrage s'il y a vraiment une envie de chaque partie de se lancer dans l'opération ensemble. Et je pense que c'est sur ce dossier-là aussi où l'usage de la référence est important pour nous, parce qu'elle nous permet de montrer des choses, justement, pas forcément pour dire on va faire ça, mais pour un peu aussi tester les clients à leur réaction par rapport à des types d'architecture ou de mise en œuvre. Et ça permet de voir si on va pouvoir travailler ensemble ou pas, quoi. Sachant qu'au préalable de cette faisabilité, on a déjà, avant de s'engager dedans et avant que les gens nous missionnent pour cette phase, on a regardé avec eux, souvent sous la forme d'un book ou bien de regarder le site internet un peu ensemble de manière commentée sur ce qu'on a déjà pu produire, de manière à être sûr que déjà ils soient intéressés, interrogés, réceptifs, en tout cas qu'il y a un intérêt à bosser avec nous. Et du coup, pour la deuxième partie de la question... On l'a pas lu. Si, là, est-ce que c'est viable économiquement? Oui. Oui. Parce que, tu fais 3 plans, tu mets 4 photos. Disons qu'en tout cas, ça permet de se payer, quoi. C'est pas avec ça qu'on va devenir riche, mais... Non, par contre, ce qui est évident, c'est que quand on fait ces dossiers, en général, on veut les faire, les projets, quoi. Parce que c'est pas un truc lancé en l'air, quoi. On s'engage, et puis si les clients acceptent de faire le projet, le montant qui leur est facturé est déduit des honoraires par la suite. Voilà, c'est quand même, on fait pas ça, on prend pas ça à la légère du tout, quoi. Clairement, c'est quand même aussi une base contractuelle, hein. C'est quelque chose sur lequel on s'implique mutuellement, on le fait apparaître au contrat, c'est quand même la référence de projet de base sur laquelle on s'engage ensemble, quoi. Ouais, je pense que ça vaut phase esquisse. C'est ça qui est important pour nous sur cette phase-là, c'est en fait de partir sur un contrat de mission complète
sur la base d'un projet. Donc, on signe un contrat en se disant bon, on va faire ce projet-là. Et un peu comme un concours, en fait. Et pas partir sur un contrat en se disant bon, ben voilà, on ne sait pas ce qu'on va faire et on verra bien si ça marche, quoi. Nous, on ne veut pas ça, quoi, parce que c'est trop risqué. Redessiner 15 000 fois une esquisse. Et fondamentalement, économiquement, ben, ça rentre sur le plan de charge et ça correspond à un temps passé. Hein. Donc ça, oui, c'est aussi rentable que le reste. On se débrouille pour facturer le temps passé sur les travaux qu'on effectue. Donc, ouais, c'est plutôt quand on sait que maintenant une faisabilité, ça nous prend 3 semaines. Du coup, on donne un délai et au bout de 3 semaines, on le rend, quoi. Et c'est fini, et c'est facturé. Ouais. Bon. Eh ben, j'ai encore des questions, mais je les garderai pour la prochaine fois, peut-être. Est-ce qu'il y en a d'autres? Moi, je suis particulièrement intéressé par ces histoires de langage, hein, vous l'avez compris. Mais vous en avez déjà beaucoup parlé. Donc Et c'est vrai que moi, je me pose une question en ce moment et à travers le cours que je suis en train de monter avec les étudiants. Donc, votre présentation me permet, et c'est ce qui m'intéresse beaucoup, de douter des questions que je me pose, ou plutôt d'être sûr de mes questions, mais de douter vraiment des réponses que je formule pour l'instant. Et pour ça, je vous en remercie beaucoup. Et c'est vrai que j'ai le sentiment que... Il est toujours là. Par contre, je n'ai pas le je tourne la tête. J'ai réussi à me connecter. Bravo. Je ne sais plus ce que je disais. Langage. Langage. On t'avait fait douter. Non, mais non, mais... Pardon? On t'avait fait douter sur les réponses que tu... Ah oui, c'est ça. C'est-à-dire que ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on vous entend et qu'on pourrait, à un moment, peut-être vous assimiler tout ça à une stratégie, à la grande stratégie de l'économie et de l'ultra-rationalisme qui évacue voilà, dans les affinités que vous avez peut-être avec l'hackathon Vassal qu'on vient de célébrer, à côté desquelles vous avez été célébré il y a quelques années quand vous avez reçu votre prix européen. Et j'ai le sentiment que vous participez aussi, alors en choisissant vos projets, je dirais plus que des échelles, c'est plutôt des situations existantes, parce que j'ai l'impression que votre méthode, elle peut fonctionner dans des bâtiments énormes dès lors qu'ils existent. Et ça, c'est une hypothèse que je fais, mais que ce n'est pas tant la taille du projet qui vous embête, mais c'est le fait qu'il soit neuf. Enfin, c'est une hypothèse que je fais, mais ça, j'ai peut-être tort, et que vous pourriez très bien faire des très, très grosses réhab, que la stratégie serait la même, et j'ai l'impression que la stratégie, dès lors qu'elle s'attaquerait à des... D'ailleurs, vous l'avez souvent dit ce soir, c'est-à-dire que même quand la maison, il y avait des images, notamment sur, pardon pour les mots, mais M27, je crois, où à un moment, on se demande vraiment s'il faut continuer à garder, mais on a le sentiment que chez vous, il faut garder un minimum, et dès qu'il n'y a plus ce minimum, et en fait, votre langage ne peut pas se mettre en place. Et que vous avez besoin d'un morceau de mur, d'un morceau de toit ou d'un morceau de quelque chose pour éviter à tout prix la page blanche, en fait. Et c'est ce qui m'intéresse beaucoup, et je trouve que dans cette démarche, justement, vous apportez une vraie réflexion sur cette question du langage, comme je vous disais, par rapport à d'autres qui, dans le neuf, font des grilles, et à partir des grilles, on évite le langage, mais dans une espèce de quête d'abstraction totale, que vous échappez par cette question de confrontation systématique à l'existant. Et voilà, je ne sais pas si c'est une question, mais c'est quelque chose que je me plais à regarder chez vous. Et voilà. Je ne sais pas si vous voulez répondre, pas forcément. C'est marrant, c'est une réalité, hein, parce que de toute façon, même nous, rétrospectivement, sur les projets, on se rend compte qu'on cherche toujours une espèce de branche à laquelle s'accrocher, quoi. Même sur des projets qui sont quasiment que du neuf, on le considère comme une sorte de réhabilitation d'une partie du site qui était déjà là. Et, parce qu'on toujours, comme tu dis, on essaie toujours de se raccrocher à quelque chose, un mur, en l'occurrence là, le bâtiment de Montbrun-Bocage sur lequel on a eu le prix de mise en déro. C'est un bâtiment neuf, mais pour autant, en fait, il est accroché à un muret qui a une ancienne clôture. Et pour nous, c'est une sorte d'extension de cette clôture, parce qu'en fait, le bâtiment fait clôture, mais différemment. Et on l'a toujours réfléchi de cette façon-là, en fait.
C'est anecdotique, mais c'est vrai, c'est quand même ce que tu perçois. C'est anecdotique, mais c'est aussi assez révélateur de notre approche collective, en fait, je pense. Parce que c'est finalement la seule chose sur laquelle on peut se raccrocher et discuter collectivement, c'est ce qui est déjà là, quoi. C'est difficile de partir, comme tu dis, sur une page blanche à 3 à 6 mains, là, de commencer à dessiner un projet sur à nouveau, quoi, un champ référentiel commun, des envies communes, des envies pures, quoi. Donc effectivement, souvent quand on le peut, on essaye de se raccrocher à une espèce d'éléments préexistants. Comme si, si je vais un peu plus loin, la question de l'anonymat que vous défendez, elle n'était possible que dans l'existant, en fait. Peut-être, ouais. En tout cas, on cherche à avoir justification à toute chose. Ça, c'est une évidence, tu vois. Et est-ce que c'est une espèce de rationalité qu'on s'invente, quoi? C'est possible, hein, parce que effectivement, il n'y a pas d'objectivité pure. Enfin, bon, là, c'est des questions qui vont un peu plus loin, mais on s'invente, on se crée une objectivité qui nous permet de nous raccrocher systématiquement à des choses pour développer les projets, pour justifier nos interventions, et ça rejoint plutôt la question de la confrontation à une maîtrise d'ouvrage, en fait, de réussir à développer une méthode convaincante qui finalement se base sur des faits plutôt que sur des envies, quoi. Mais c'est aussi pour se mettre d'accord à 3. Hein. En fait, quand on fait tous les projets à 3, on ne peut pas passer par moi j'aime pas, quoi. Sinon c'est pas productif et ça ne permet pas d'avancer. Donc en fait, comme chaque projet qu'on va présenter, on veut que ça soit, qu'il soit porté à l'unanimité par les 3 personnes, parce qu'en plus on n'en a pas parlé, mais on travaille en binôme, mais encore des études et des phases de chantier, on tourne. Donc il faut que, même si le binôme de conception n'est pas le même que le binôme de réalisation, il faut qu'ils soient capables de porter le projet avec la même envie et la même rigueur que le premier binôme. Et ça nécessite d'être d'accord à l'unanimité sur l'ensemble des choix et des mises en œuvre. Et en ce sens, la subjectivité et les choix personnels, ils ont peu de place. Donc, on se crée ce monde d'objectivité. Oui, je comprends très bien. Et bon, moi, je pourrais continuer encore longtemps. Je trouve très intéressant cette discussion. En tout cas, je vous remercie. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie beaucoup, vraiment à tous les 3. Je continuerai bien entendu à regarder de près ce que vous ferez. Et j'espère que, voilà, encore une fois, merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi pour l'invitation. Merci à tout le monde pour les questions, les échanges. Merci beaucoup aux étudiants d'avoir été là pour toutes les questions. Bon, ça... Merci à Claude à nouveau pour organiser ces petits moments. Merci Claude. Bon, bonne soirée, santé. À très bientôt. Hein. Merci beaucoup à tous les 3. Salut. Bonne soirée. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.